Bonsoir chers collègues, bienvenue à nos concitoyens qui nous font plaisir et l'honneur d'assister à cette séance du conseil municipal. Et puis bonne chance à Yann Minard qui, non content de réaliser de beaux films en général, a pris les manettes de ce direct, quasi direct, puisque tout ça ensuite est regroupé, qui permet à nos concitoyens qui n'ont pas le loisir ou la possibilité de se déplacer jusqu'à l'hôtel de suivre nos débats. Et bien sur le net, puisqu'en général, quelques jours plus tard, tout est rediffusé. Nous sommes une des rares communes, je le rappelle, de Célémar, voire au-delà. La seule, si je m'abuse, mon cher Anselme, à permettre à tous nos concitoyens de suivre démocratiquement tous nos débats. Voilà. Alors, donc la séance est ouverte, quelques pouvoirs. Monsieur Dissoudour donne pouvoir à Madame de Dessus. Monsieur Masson donne pouvoir à Madame Guyat, Madame Trouvé donne pouvoir à Madame Bachelet, Madame Chevier à Madame Moreau, Monsieur Tafourou à Monsieur Lavallée, Madame Lec donne pouvoir à Monsieur Carassus, et enfin Monsieur Caron donne pouvoir à Monsieur Claudie Tratola. Voilà. Je propose de désigner un secrétaire de séance, puisqu'il est encore ce soir le plus élégant d'entre nous. Je propose que M. Lavallée officie et soit une nouvelle fois, ça devient une habitude, mais le secrétaire de séance, donc il sera le garant. C'est vrai. Et d'aucuns l'avaient remarqué et s'en étaient émus. Mais puisque ce soir elle est de retour, certains encore s'en privent, moi j'ai renoué avec. Donc voilà, c'est vous, M. Lavallée, qui serez le garant de la bonne restitution de nous. Alors, nous en arrivons maintenant à l'ordre du jour de cette séance et de l'approbation, et date certes, vous en connaissez la raison, des procès-verbaux de nos conseils municipaux des 21 mars et 25 avril. Y a-t-il des questions concernant ces deux comptes rendus? Vous les avez tous lus attentivement, annotés, post-ités. Il n'y a pas de questions, alors je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions, approuvées à l'unanimité, je vous remercie. Je cède maintenant la parole à Pierre Carassus, et je voudrais profiter de l'occasion, il n'en sait rien, mais non pas que c'est la dernière fois qu'il s'exprime publiquement, mais dans la mesure où il s'agit, pour ceux qui n'ont pas les rapports, de rendre compte de l'année écoulée concernant notre présence et notre action au sein de la communauté de l'agglomération, je voudrais avec un peu de solennité et beaucoup d'amitié le saluer. C'est-à-dire parce que, d'aucuns le savent, c'est la dernière fois que tu rapporteras, en tout cas que tu rendras compte de l'activité, car je rappelle que Pierre, outre le fait qu'il est premier adjoint, est notre vice-président à la communauté d'agglomération, et je dois dire que si aujourd'hui l'agglomération est ce qu'elle est, il y avait avant ce qu'on appelait le DAN, le district de l'agglomération de Mines, pardon, et bien cette coopération intercommunale, elle lui doit beaucoup. Et je le dis ici sur des grands dossiers qui ont permis à Volpédic de progresser, d'être défendus, et bien on doit à Pierre Carassus. Donc voilà, je voulais ici, puisque nous sommes en direct, le dire à nos concitoyens qui nous regarderont, et je pense que mes collègues s'associeront à moi. Ce n'est pas à nous revoir, mais en tout cas, je voulais le dire, cher Pierre, à l'heure où nous rendons compte, mais nous aurons encore quelques débats au Conseil communautaire, à le dire devant l'Assemblée. Sur ce, M. Carassus, vous avez la parole pour rendre compte de l'année. Oui, bon, ça ne sera pas à inscrire dans les faits de campagne, puisqu'il y a de bonnes chances pour que je ne sois pas candidat. Donc, je te remercie, Pierre, et je voudrais simplement vous dire que nous avons reçu donc, le rapport d'activité de la communauté, il est imprimé. On va demander qu'il soit transmis sous forme informatique, sous forme de fichier, et on ne le retransmettra proposition de vous. Je rappellerai succinctement quelques actions qui me paraissent importantes. D'abord sur le plan économique, puisque chacun ici le sait, c'est la compétence première de la communauté. La zone industrielle, la requalification sur 2 axes a été réalisée,
il y a 600 000 € encore de prévus pour continuer à améliorer la zone industrielle. C'est un point non négligeable. Enfin, va être installé sur la zone industrielle ce qu'on appelle un pôle de service. Si jamais vous souhaitez en savoir plus, je suis sûr que Fatima qui a suivi ce dossier, c'est-à-dire Madame Aberkan, se fera un plaisir de répondre à vos questions. Mais c'est important parce qu'effectivement, c'est attendu des industriels et des salariés. Il y aura un pôle de restauration, il y aura des salles, il y aura éventuellement pour les salariés. Donc, je crois que on a là une réalisation qui vient un peu tardivement. On avait posé le problème de la rénovation et de la requalification du restaurant interentreprise depuis des années, c'est-à-dire depuis 10 ans, dès que la communauté a pris la compétence économique. Et bon, on n'a pas toujours été compris, et là, le permis de construire a été accordé, donc, et c'est d'ailleurs un projet sur le plan architectural qui est assez réussi, et je pense qu'il le sera au niveau de la réalisation aussi. Il y aura sur ce qu'on appelle la zone de la Croix-Saint-Marc, un village, Bénard, pardon. Il y aura un village artisan. Et là aussi, on est en train de... L'architecte a été sélectionné, le projet va être déposé dans les jours qui viennent. Enfin, au niveau action économique, nous avons nous un petit désaccord avec la direction de la communauté, même si nous en faisons partie, mais nous sommes minoritaires sur ce point-là. Ils ont choisi d'aller miser fortement sur un pôle de bionutrition. Nous, il nous semblait qu'il aurait mieux valu consacrer beaucoup plus d'efforts à développer notamment toute une structure au niveau de la formation, au niveau du support en amont des entreprises qui pourraient exister autour de Villaroche. Et je crois que, je dirais, l'actualité économique nous donne pleinement raison, puisque l'on voit que Villaroche recrute près de 1000 salariés par an. On est donc sur une activité en plein développement. La communauté, c'est aussi la compétence eau pluviale. Je signale que nous avons été particulièrement gâtés, mais chacun ici l'a vérifié, sur les dernières intempéries, ou les derniers orages. Et d'ailleurs, la commune a été classée, il y en a très peu dans le département, malheureusement, comme commune sinistrée. Je pense que même s'il y a eu des difficultés ou des inondations, le premier bassin de rétention d'orage qui a été réalisé rue de Lannou a joué son rôle. Le prochain, c'est celui qui va être sur la place des Fêtes. Vous avez vu que les travaux ont commencé, ont procuré quelques désagréments aux uns et aux autres, mais c'est important pour, je dirais, maîtriser au mieux l'écoulement des eaux sur notre commune, notamment quand on est confronté à des intempéries comme celles que nous avons connues dernièrement. On a eu un débat, on vous avait fait part au niveau du conseil municipal sur ce que l'on appelle les fonds de concours, c'est-à-dire les fonds financiers que la communauté peut apporter pour le financement aux collectivités locales, enfin aux communes. Et dans un premier temps, il y avait une démarche de la communauté qui ne nous plaisait pas parce qu'elle était sélective et elle n'était pas républicaine, comme on leur a dit à l'époque, puisqu'elle n'était pas tournée vers l'ensemble des communes. Nous avons obtenu gain de cause et d'ailleurs, ça nous a fortement aidé pour la rénovation de la ferme des Jeux et aussi pour un équipement sportif. Hein, c'est ça, Anselme? Donc, j'ai combien? 400 000 € pour la commune. Bon, hein, voilà.
Bien, la communauté aussi, et c'est Ginette qui pourra éventuellement vous répondre là-dessus, mais c'est la politique de l'habitat. Encore que là, je tiens à souligner que la politique de l'habitat, même si au niveau de l'affichage, ça paraît comme la politique de la communauté, celle-ci est le résultat de tout ce qui est proposé par les communes. Et ça, c'est important. Il y a au niveau de l'équipe qui anime cette politique-là un respect des communes et de leurs propositions, et c'est sur la base de leurs propositions que les travaux sont réalisés. Alors, on était aux périodes de congratulation, je ne sais comment dire, mon cher Pierre, mais la dernière fois, c'est notre ami Jean-Louis Masson qui a eu les félicitations d'Aide générale. Il est vrai que sur les transports urbains, on a quand même, au niveau de la communauté, fortement progressé. D'abord, le trafic sur notre commune est celui qui prospère le plus, qui se développe le plus, et on a obtenu une rotation, y compris en week-end, sans précédent par rapport à ce qui existait, et je crois que ça, c'est une avancée non négligeable pour nos concitoyens. Voilà, j'ai à peu près résumé ce qui a été au cœur des préoccupations de la communauté cette année passée, sans parler effectivement, quels que soient les débats qu'on a pu avoir, le fait que l'hôpital devrait voir le jour, puisqu'il y a eu une position de prise. Chacun a son opinion sur le contenu public suffisant ou insuffisant. Vous connaissez le mien. On verra comment cela va se concrétiser. Ce qui est sûr, c'est que l'hospitalisation, l'hospitalisation sera publique. Après, il y a un débat sur les blocs opératoires. On verra comment cela va se présenter. Mais je crois que l'important, c'est qu'effectivement, ce qui était attendu depuis 10 ans, quand on voit l'état dans lequel est notre hôpital aujourd'hui, va se concrétiser, et c'est une bonne chose pour l'ensemble des habitants de l'agglomération. Parfait, merci M. Carassus. Y a-t-il des remarques ou des questions de la part d'un collègue? M. Mapassari, prenez votre joli micro. Oui, j'ai simplement retrouvé le fonds de concours de la communauté pour le cinéma, c'est 335 000 €. Oui, mais on a eu un plus pour. Oui, après, on va le voir dans la prochaine visite, on a eu un fonds de concours. Comme quoi ça rapporte aussi d'être à la communauté d'agglomération. D'autres questions, remarques concernant ce bilan? Non? Tout va bien. Donc, on vous l'enverra, monsieur les mesdames, les présidents de groupe. Et sachant que vous êtes tous destinataires de façon de la revue de la communauté, et puis sur leur site, c'est assez bien fait. Si vous voulez suivre l'actualité, tout comme les séances du conseil communautaire, tout comme le conseil municipal, sont ouvertes à tous, élus et citoyens. Voilà, merci beaucoup. Puisque c'est une chose, donc nous prenons acte, il n'y a pas de délibération sur ce rapport. Et dans le même esprit de lumière, nous allons donner maintenant la parole à notre ami Michel Gard pour nous rendre compte et faire une communication sur le rapport d'activité du syndicat intercommunal d'électrification du sud de Seine-et-Marne, dont il est le vice-président, et je profite de cette occasion pour qu'à l'occasion, puisque nous arrivons au terme bientôt de ce mandat, je pense qu'il serait utile, et le lieu idoine serait le conseil municipal, peut-être d'apprécier ce qui a bénéficié à la commune de Volpénic, car il y a nombre de dispositifs, et vous n'êtes pas étranger, M. Gard, qui nous ont été plus favorables, que ce soit sur l'audit des bâtiments ou bien sur les concours financiers. Vous aurez l'occasion, je pense, de l'évoquer dès ce soir. Vous avez la parole. Merci, M. le maire. Je vais essayer d'être bref parce que je ne vais pas évoquer tous les articles des décrets et concernant toute la procédure du regroupement du syndicat d'électrification. Je vais juste rappeler un petit peu l'historique sans donner trop les dates. De toute façon, il faut savoir que vous avez accès à toutes ces données-là sur le site du CIES, puisque le CIES est sur Internet.
Donc le CIESM a été créé en 2007, en avril 2007. Il a été fait à l'initiative du syndicat de Melun, c'est-à-dire le 6e, à laquelle votre député déjà était adhérent, et le syndicat de Coulommiers. 1 an ou 2 ans après, 7 autres syndicats nous ont rejoints pour gonfler un petit peu le CIESM, qui est devenu opérationnel à partir de 2010. Et on commençait à prendre environ un bon tiers, voire presque la moitié de la Seine-et-Marne. En fait, en 2012, le CIESM regroupait 216 communes. Ça occupait plus de la moitié du territoire de Seine-et-Marne. Et puis, concernant les syndicats du Sud qui devaient nous rejoindre pour aller rejoindre le nouveau syndicat qui ne s'appellerait plus le CIESM, puisque le CIESM disparaîtra, les syndicats du Sud doivent nous rejoindre au 1er janvier 2013. Tout aussi bien avec les départements du Nord, pour lesquels le nom d'histoire, quand même, c'était un peu compliqué. On a eu beaucoup de mal à les faire fusionner avec nous. Ces gens-là voulaient rester autonomes. Et ça ne s'est pas fait par la volonté du préfet. Donc, à partir du 1er janvier 2013, le nouveau syndicat qui va remplacer le CIESM, qui s'appellera probablement le SDESM, syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne, et non plus intercommunal. On est fort. Oui, on est fort, on change de nom souvent. Donc, on vit les 2 derniers mois du CIESM jusqu'au 1er janvier 2013. 14. Ça fait 3 fois. Vous voulez vérifier si tout le monde suivait. Je vois qu'il y a Mme Moreau qui avait relevé cette erreur commentaire. Donc ces dames avaient relevé. Alors, allez-y, monsieur Gard. Alors, Mme de Bressy aussi l'avait remarqué. Voilà, mais elle est très courtoise. Là, on est encore en 2012. Alors, les activités du syndicat, c'est avant tout le contrôle du concessionnaire, ERDF, puisque les communes sont propriétaires de leur réseau de distribution d'extension. Et on a mis en place déjà un service avec des gens assermentés, un technicien assermenté, et là pour contrôler l'activité du concessionnaire, qui en ce moment, c'est ERDF, qui est quasi monopole. Au niveau de la qualité des travaux, puisque le CIESM assure la maîtrise d'ouvrage des travaux dans les communes rurales, également dans certaines communes urbaines qui le souhaitent, puisqu'on subventionne les travaux à des montants différents, puisque les communes rurales ne récupèrent pas la taxe sur l'électricité, alors que les communes urbaines, elles, la récupèrent. La maîtrise d'ouvrage, en fait, est assurée par le CIESM pour les réseaux de distribution, également pour l'éclairage public, et en même temps, on coordonne les travaux avec les France Télécom dans les travaux d'enfouissement de réseau. Apparemment, d'après les sondages qu'on fait, et dans le cadre de notre contrôle qualité, on a eu 100% de gens satisfaits, aussi bien sur la qualité des travaux que sur les délais. Puisque aujourd'hui, on a un marché cadre auprès de 5 entreprises, qu'on retient d'ailleurs dernièrement, suite à un nouvel appel d'offres, on a retenu maintenant 6 entreprises, mais en 2012, il y en avait 5. Et ces entreprises-là nous permettent d'avoir non seulement d'excellents prix, mais en plus de ça, d'avoir une certaine souplesse dans la qualité du travail au niveau des délais. Alors, je peux donner quelques chiffres pour les travaux. En effet, il y a 47 communes qui nous ont demandé d'assurer la maîtrise d'œuvre. En gros, nous avons enfoui 19 km 500 de réseau. On a assuré le remplacement de 510 nouveaux candélabres pour un montant de 17 866 000 avec une subvention de presque 900 000. 32 extensions de réseau, je passe vite, 19 renforcements de réseau, c'est des réseaux dans le cas où les réseaux sont trop faibles. On assure également le remplacement des réseaux et le renforcement. Et dans le même temps, 8 km, un peu plus de 8 km de fils nus qui fragilisent les réseaux. Lorsqu'il y a des tempêtes, on se rend bien compte que les réseaux nus ne sont pas ce qu'il y a de mieux. C'est les branches, les feuilles. Bon. Alors en 2012, 41 communes ont sollicité le CIESM pour des travaux d'extension de réseau afin de bénéficier des aides financières. 145 points lumineux supplémentaires ont été installés et 241 000 € de subvention ont été versés pour un montant total de travaux de 570 000 €. La réhabilitation de l'ensemble des points lumineux qui a été prise en charge par le CIESM, 960 points lumineux, ça engendrait les économies de 20 MWh et 22 tonnes de CO2.
22 mégawattheures, ça fait 22 millions de kilowattheures. C'est beaucoup. Alors les moyens, le bâtiment du CIESM a été conçu de telle sorte qu'il pouvait accueillir la structure départementale, hein, étant donné que si aujourd'hui on n'a pas encore toute la Seine-et-Marne, dans 2 mois on va avoir quasiment toute la Seine-et-Marne, je dirais, à gérer. Mais en plus de l'accueil, on prête, je dirais qu'on prête, ça l'a été à plusieurs reprises, le bâtiment pour certaines réunions, en particulier l'association des maires par exemple, ou des réunions importantes où il y a besoin d'avoir un auditorium important. Et puis on se sert également du site pour exposer, faire une exposition, on appelle ça un showroom, sur toutes les nouvelles technologies dans le cadre des énergies. Je parle des énergies au niveau des bâtiments administratifs et du lieu public. Par exemple, on a un parc d'éclairage public avec qui on doit avoir environ 90 candélabres sur le parc qui permettent aux élus, aux techniciens, aux agents techniques, même tout le monde peut penser, d'aller voir ce type de matériel installé. Il y a les nouvelles technologies, il y a du solaire, il y a de l'éolien, il y a un peu de tout. Et ça vaut le coup. D'ailleurs, je vous invite à y aller puisque c'est ouvert dans la journée. Et à l'intérieur, c'est pareil. On a également mis en place une maquette. Il y a une maquette de tout le site. Et puis, il y a un film interactif aussi. Il y a un film en 3D. En 3D, je ne l'ai pas vu, mais j'ai vu le film qui est présenté sous forme de C'est pas sorcier. D'ailleurs, ce sont les mêmes. Et voilà. Les sorciers? Non, c'est pas sorcier. Non, ce sont les mêmes acteurs. Oui. En plus de ça, il y a dans le cadre de l'éclairage public, notre service d'information géographique, aujourd'hui, c'est bien renforcé, on a beaucoup avancé, et on a aujourd'hui 2 techniciens qui sont à plein temps sur les informations des foyers d'éclairage public dans les communes, 164 communes, plus de 19 000 points lumineux, et chaque équipement, je dis bien chaque équipement, chaque candélabre est géolocalisé, caractérisé par une quinzaine d'informations, la puissance, la hauteur, la lampe, quand la lampe a été changée, etc. Ça permet de faire des statistiques et d'aider les communes, ça les aide énormément. Maintenant, ça permet de faire des programmes à long terme. Là, il y a 111 communes qui sont intégrées dans le système. On en aura à terme 512, puisqu'on aura tout le monde, enfin 512 communes en général. Et les communes ont également la possibilité de consulter leur parc d'éclairage public, puisque c'est accessible par Internet directement. Il n'y a pas un mot de passe, tout le monde ne peut pas y aller, mais toutes les communes ont le mot de passe, nous on l'a aussi. Voilà. Parfait. Je voulais rajouter, oui, le CIESM, alors c'est pas 2012, c'est plutôt 2013, mais comme c'est le CIESM et qu'il n'existera plus, je voulais quand même le signaler. Le CIESM, il a quand même promu vis-à-vis des communes. On a fait un effort au niveau de la connaissance des nouveaux matériaux, ce qui a permis par exemple à Volpénil de bénéficier gratuitement de l'installation de 5 candélabres avec des nouvelles technologies de réduction de puissance. On a installé ça, c'est Claude et Salmon, je crois. Et ces candélabres-là sont pris en charge entièrement par le CIESM. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oui, on va également reprendre, faire la remise en état gratuitement, toujours, de 2 postes de transformation. Il y a des postes en béton qui ne sont pas très jolis, on les a repérés. On va les remettre en état et ce sera pris entièrement en charge par le CIESM. Et puis, on proposera à la commune de Volpénil si on peut, de faire un trompe-l'œil. J'ai essayé d'en négocier 2, mais non, peut-être un seul. Un trompe-l'œil, on pourra choisir un motif qui va bien, et là le CIESM peut prendre en charge 70%. Un trompe-l'œil, ça doit valoir 1 500 €. Donc, donc la peinture, c'est pour nous, quoi? Non, non, 70%. Le CIESM nous 30%. J'ai bien compris. Non, j'ai raté mon effet, là. Je retire ma remarque. Non, j'aurais bien voulu qu'ils prennent tout en charge, la petite expérimentation. Je n'ai pas plus trop demandé. Bon, nous soutiendrons cette opération artistique. Oui, parce qu'il y a vraiment des sujets.
Alors, il y a des choses assez réussies. Quand vous allez par exemple sur Bois de Roi, il y a quelques trompe-l'œil sur. On appelle ça des boîtes. Non, pas des boîtiers électriques, comment on dit des. Merci, des transformateurs qui sont jolis et respectés, en tout cas, dans des tons très agréables. Donc, Michel, tu as pour mission de nous trouver l'artiste. Je voulais proposer les mecs. Alors, y a-t-il, après cet exposé de M. Gare, des questions concernant ce rapport? Il n'y en a pas. C'était lumineux, chaque fois je fais la même, mais c'était des bonnes soupes. Très bien. Bah, écoutez, merci, puisque nous prenons acte, M. Gare. Nous prenons acte et nous prenons date surtout. Et vous faites circuler les trompe-l'œil. On sent qu'il a envie de le vendre quand même. Donc, non. Vous l'avez compris, 1 500 € et 30% non négociés pour nous. Voilà. Bien, maintenant la parole est à M. Lavallée pour nous parler de la convention d'entretien de la liaison douce entre Melun et Livry-sur-Seine qui passe par Volpénil. M. Lavallée, vous avez la parole. Oui, alors il s'agit d'approuver et d'autoriser M. le maire à signer une convention avec la communauté d'agglomération pour l'entretien de la liaison douce Melun-Livry-sur-Seine, inscrite uniquement sur le territoire de Volpénil. Cette convention a un effet rétroactif au 14 mai 2009, parce qu'en fait, elle ne fait que reprendre ce qui s'est fait depuis cette date. En substance, ça ne nous coûte rien, hein, c'est ça, M. Lavallée? Tout à fait, il y a quand même un petit entretien. Un petit entretien, mais il n'y a pas de dépenses. Non, par exemple, il n'y a pas d'éclairage public. Voilà, exactement. Il est à la charge totale de la classe. Ouais. Voilà. Voilà, donc m'autoriserez-vous à signer? Telle est la question. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas, c'est un silence. Eh bien, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Nous passons à présent toujours, et M. Lavallée a pris le relais de M. Masson, qui est excusé, pour nous parler de la convention sur l'aménagement, c'est un dossier très important, la mise en conformité des arrêts de bus à Volpénil. M. Lavallée, vous avez la parole. Alors, il s'agit d'une convention pour l'aménagement d'arrêts de bus, qui vous est demandé d'approuver, que vous avez le maire à signer avec les communautés d'agglomération. Ces arrêts de bus sont au nombre de 13. Il y en a 2 à la résidence du château, 2 à aux Acacias, 2 rue de Plasty, 2 à la rue de la Martionnette, 2 au Clos Saint-Martin, 1 à Fontaine-Saint-Marc, 1 à Vaux-Printemps et 1 à Fontaine-Langy. Alors, la communauté d'agglomération prend à sa charge les travaux, donc la commune s'oblige à assurer l'entretien des aménagements. Voilà, comme c'est le cas aujourd'hui, ça sera un net regret, puisque ça permettra aux personnes à mobilité réduite d'accéder aux plateformes pour maintenant. Voilà. Y a-t-il des questions concernant cette délibération? Il n'y en a pas, je mets donc au voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions à l'unanimité? Je vous remercie. Finalement, on garde l'examen de l'intégration, hein, monsieur Lebon, parce qu'on avait eu un petit doute, mesdames et messieurs les élus. Donc, monsieur Gare a à nouveau la parole concernant, et va nous expliquer l'intégration de Volpénil à un marché d'inventaire du parc d'éclairage public. Si vous avez compris quelque chose, en gros, il va vous l'expliquer. Parce que le titre est barbare. Hein. Je vais être clair parce qu'en fait, au même titre que tout à l'heure, on avait à donner les éléments que nous avions en notre possession pour renseigner notre base de données. Et à partir de ce moment-là, le CIESM consultera un bureau d'études pour géolocaliser tous les candélabres, tous les points lumineux qui se trouvent dans les villes. Mais en fait, là, on n'a pas à délibérer sur ce point-là, puisque nous l'avions déjà fait du temps de Fort-Club FH. Donc, c'est caduc pour nous. Nous, c'est déjà fait. Et on va déjà pouvoir le transmettre. Donc, ce qu'il faut... Une fois encore, Volpénil est en avance. Oui. Oui, parce qu'on a servi... C'est celui qui dit qu'il fait, comme on dit. On a servi de cobaye. Très bien. Voilà, donc, chers collègues, donc nous, ça ne coûte rien. Non-événement, mais quand même rappel sur cette unité, plus sérieusement, sur l'inventaire de l'ensemble. Et c'est pas un petit sujet, hein. Je prends souvent de la méthode, mais
vrai sujet sur les quelques centaines de candélabres. 2000, ça fait quelques centaines, mais ça fait combien de temps que compte notre commune. Voilà, je suis un peu de bazar. Bien, donc je propose que nous ne votions pas. C'était une information qui était inscrite à l'ordre du jour. En revanche, il vous appartient d'approuver, M. Henri Mérignac, la modification du PLU, autrement dit du plan local d'urbanisme. Vous avez la parole. Alors, modification du poste, pour être plus exact, du poste va non plus. Il ne s'agit pas de modifier le PLU, mais de modifier, mais de modifier le poste tel qu'il est actuellement en attendant l'approbation du plan local d'urbanisme. Donc le PLU a été prescrit lors de la séance du 28 avril 2011 par le conseil municipal et il a été arrêté dans la séance du 23 juin 2013. Il est en cours donc d'enquête publique. Cette démarche-là permettra à ce moment-là de l'approuver et qu'il puisse rentrer d'être effectif à partir de probablement au niveau de la fin de l'année 2013. Donc c'est une affaire très rapide. Cependant, il y a des travaux, des projets qui naissent et qui se réalisent, et il faut donc adapter le poste de façon à ce que, de manière conforme au PLU, c'est-à-dire qu'on va donner au poste les mêmes règles qui auront cours au niveau du plan local d'urbanisme. Donc ça permet de ne pas ralentir les projets qui ont un rythme d'avancement, comme vous l'avez précisé, un petit peu différent par rapport à l'approbation du PLU qui doit être fin 2013, mais qui est toujours soumis à des aléas juridiques, bien évidemment. Donc, la modification concerne un règlement, c'est-à-dire l'aspect réglementaire d'une zone, c'est-à-dire la zone UA qui est une zone de centre-ville, et elle permet une réduction des marges de recul, c'est-à-dire que c'est un petit peu technique, simplement, le plan local d'urbanisme assouplit les règles de construction au niveau des terrains qui sont au-delà de la bande des 20 mètres. Il y a marqué 200 mètres, mais bon, on s'arrêtera à 20 mètres. Et donc, dans les règles du code qu'il y avait jusqu'à présent, la construction était obligée de se mettre en retrait des limites existantes. Donc là, ce qui vous est proposé, c'est de modifier ce règlement de façon à permettre la construction au niveau des deux limites séparatives. Ce qui sera le cas dans le plan local d'urbanisme, et ça ne concerne que la zone, bien sûr, UA, la zone centre-ville. La deuxième modification qui vous est proposée d'examiner, c'est, vous avez la carte qui vous permet un petit peu de localiser le terrain. Donc, ce qui vous est proposé, c'est de supprimer l'emplacement qui est entouré au niveau du schéma, qui était jusqu'à présent un emplacement réservé, c'est-à-dire que c'est une servitude qui fait qu'on ne peut pas construire à cet endroit. Or, il y a des projets, donc, comme vous le savez ou comme vous avez certainement entendu parler, de drive à cet endroit-là. Je t'appelle juste un instant pour le public parce qu'ils n'ont pas la carte. On parle d'une parcelle qui est en fait celle qui est à l'entrée près du nord, c'est derrière Brico-Dépôt. Devant Brico-Dépôt, la fameuse pointe qui est au rond-point. Voilà, pour que chacun soit au même niveau de compréhension. Parlons en rythme. Voilà, donc c'est ce terrain-là, donc sur lequel il y a un projet de drive, donc qui va être simplement, qui va passer d'un emplacement réservé à un emplacement normal, donc constructif. Donc vous avez le détail enfin, vous n'avez pas, le public n'a pas le détail, mais bon, c'est vraiment la pointe en bordure du giratoire, et cette zone avait été gardée comme espace réservé pour permettre éventuellement d'adapter le giratoire lorsqu'il a été construit. Ensuite, c'était resté en espace réservé de façon à un petit peu geler cet espace-là. Et le projet qui est proposé va bien dans le sens de ce que nous proposons. Et donc à ce moment-là, lever la servitude, lever la restriction de l'emplacement réservé permet de réaliser le projet. Donc ce qui vous est demandé, alors vous avez aussi, il y a forcément une enquête publique qui correspond à ces deux modifications.
vous avez l'enquête publique qui date d'ailleurs du 31 octobre 2013, c'est-à-dire que c'est une rapidité extraordinaire. Peut-être vous n'avez pas eu le temps de la consulter, mais elle stipule bien qu'au niveau du public, pardon, il n'y a pas de remarque particulière. Donc ce qui vous est proposé, c'est d'approuver ces deux modifications qui concernent donc le plan d'occupation de sol. Voilà, y a-t-il, merci Monsieur Nagnac, y a-t-il des questions concernant donc cette modification, je corrige la précoce, et non du plus, mais que nous retrouverons dans ce flux que nous devons définitivement adopter, je pense, courant décembre, comme vous l'avez précisé, Monsieur le Mérignac. Y a-t-il des questions? Monsieur Franzi, je sens que vous en avez une. En effet, monsieur le maire. Ce n'est même pas une question, c'est plutôt une interrogation. Est-ce que monsieur Le Vernet pourrait rappeler au Conseil et pour nous éclairer, par là même éclairer aussi le public, quelles sont les rues qui sont réellement concernées par la zone UA? Parce que quand on dit centre, on voit deux rues, mais de manière peut-être un peu plus explicite. Voilà, alors le centre, c'est le centre appelé zone UA, c'est-à-dire, c'est ce qui représente, ce qui a été évoqué plusieurs fois, l'axe historique de la ville. Donc, je ne peux pas vous donner les limites exactes à une rue près, c'est bien évident, mais ça avait été étudié par Ozone, le cabinet d'architecture et de paysage, il y a déjà un certain temps. Ça avait été repris comme quelque chose de tout à fait exact et intéressant par le deuxième cabinet Urbain Conseil, et il apparaît bien que c'est une zone qui est fonctionnelle. Elle représente vraiment le centre-ville. Et donc cette zone-là, elle va en gros de la rue du début de la rue du Grand Pressoir jusqu'à la fin de la rue des Rochelles à peu près. Oui, ça va. Voilà. Et sur une bande un peu plus large. Donc c'est ça qui constitue la zone UA, qui est la zone, on va dire d'hypercentre, hein, mais disons la zone de centre historique. Voilà. L'ancien 82. L'ancien 82. Oui. Y a-t-il d'autres interrogations ou remarques concernant cette délibération? Nous avions déjà évoqué ces questions au conseil municipal du plus absolument. Il n'y en a pas, vous êtes bien sage. Eh bien écoutez, je vais au voir. Bravo monsieur le président. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Il y a 4 abstentions non motivées. Mais que c'est pas ça. Eh bien il y a 4 abstentions qui sont tout aussi légitimes que les sociaux. Adoptées, je vous remercie. Nous passons maintenant à un projet tout aussi essentiel et dont nous parlons depuis des mois, puisque ça fait plus d'un an qu'il est en gestation, qui concerne le fameux projet et une des incarnations de la nouvelle politique touchant à l'intergénération, et dans quelle espèce je veux bien sûr parler de l'évolution et de la requalification de l'arcature. Voilà, donc, et j'en profite parce que sous la férule de Mme Moreau, un groupe de travail s'est réuni avec Mme Lec, avec Mme Pétins, avec le précieux concours, bien évidemment, d'Alain Tafouron, mais aussi de Michel Gare et M. Lamoureux sur la partie technique, et puis parce qu'il faut toujours un cerbère dans un groupe de travail, du ministre des Finances, M. Malmassari, qui veille bien sûr au bon équilibre économique et au sérieux des engagements que nous prendrions. Nous avons, il y a un peu plus d'une semaine, débattu ici même dans un conseil municipal un peu exceptionnel qu'il nous a fallu organiser parce que tout ça repose aussi sur l'impérieuse nécessité d'obtenir des concours extérieurs. Et je reviendrai sur le remerciement, vous dire que nous avons très bon espoir, et je le dis ici puisque ça a été voté à l'unanimité de mémoire, cette demande de subvention exceptionnelle auprès du ministère de l'Intérieur, alors même que ça relève d'un volet culturel, des 255 000 € qui viendraient abonder. Donc, chers collègues, j'en suis désolé, mais le ministre de l'Intérieur m'a appelé tout à l'heure, non, je plaisante. Nous avons reçu une première indication laissant à croire que la notification était imminente. Voilà, en tout cas, tant qu'on n'a pas le papier, comme on dit, ce n'est pas acquis, mais nous avons très bon espoir, donc merci, chers collègues. Je remercie aussi parce que derrière ce travail, il y a toujours les services. Il y a évidemment, je pense à Mme Sophie Robot, voilà, qui est à l'œuvre de toutes les recherches de subventions, car au-delà de ce concours exceptionnel qui viendrait du ministère de l'Intérieur, nous sommes en attente
de réponse à la fois du Conseil général, de la région, de la communauté d'agglomération sur un fonds de concours pour l'année 2014, donc vous avez été les premiers à les solliciter et prendre date, mais aussi du ministère de la Culture via le Centre national du livre, car Mme Moreau vous l'expliquera, l'une des grandes composantes, et ça me permet, parce que je ne voulais pas l'oublier, dans cette composante intergénération, il y a le volet culturel, et Mme Buyard, merci, parce que sur tout le volet de réforme de la bibliothèque, c'est une nouvelle approche de la lecture publique que nous allons proposer à nos concitoyens. C'est à la fois une nouvelle approche en sens où l'offre sera différente, l'ergonomie des lieux, mais aussi dans l'offre, je dirais, éditoriale, tout comme, je dirais, dans la conception générationnelle, puisque vous allez venir l'expliquer, Mme Moreau. Voilà. Et merci au service technique qui veille. Nous avons, je crois, un bon cabinet d'architectes, puisque nous délibérons tout à l'heure sur aussi leur rémunération, parce qu'il faut toujours des gens extérieurs et talentueux. Voilà, en tout cas, nous l'avons pensé, certains l'ont fait, et nous sommes proches maintenant, voilà, de le proposer ici, et j'ai, comme je l'ai dit la dernière fois, trouvé nécessaire d'informer le conseil municipal sur ce qu'on appelle l'avant-projet sommet, c'est-à-dire les grands principes d'aménagement, et que Mme Moreau, au nom de tous les élus, va nous présenter. Bien, comme vous l'a dit Monsieur le maire, effectivement, c'est un petit groupe d'entre nous qui a travaillé avec un bureau d'études, y compris avec les services techniques. Et ce qu'on va vous proposer ce soir, c'est le fruit, bien sûr, de ce travail qui a été effectué depuis maintenant quand même quelques mois. Simplement, avant qu'on commence à regarder les plans, je vais juste rappeler ce qu'était effectivement ce que nous souhaitions que devienne ce lieu qui est l'Arcature, qui est souhaité donc pour l'utilisation de ce site. C'est un lieu d'animation et de rencontre des habitants de la commune. C'est-à-dire qu'on souhaite que ce soit un lieu ouvert à tous les habitants de tous âges, et de façon à ce qu'effectivement ce soit un lieu de rencontre. Voilà. Donc, vous avez dans vos petites chemises qui étaient devant vous trois petits plans. Pour le rez-de-chaussée, est-ce que je vais demander à nos collègues qui seraient proches les uns des autres de bien pouvoir communiquer au public, on verra à l'avenir, peut-être quelques indications pour que vous puissiez aussi suivre comme nous. Voilà, merci d'avance à mes collègues. De gauche comme de droite. Et là, vous êtes 2 x 2, alors je ne vais pas vous en faire un plan. Il y a 3 et 2 par contre. Ah, monsieur le directeur a... Voilà, nous revenons à l'écoute de Mme Moreau. Déjà, avant de commencer à étudier le plan, vous avez des petits pointillés qui bordent une ligne bleue. Donc c'est à l'intérieur de ces pointillés qu'il y aura les modifications. Tout ce qui est à l'extérieur des pointillés, à l'extérieur de cette ligne bleue, pour le moment, n'est pas modifié, n'est pas touché. Alors, le plan numéro 1, quand on arrive donc devant l'Arcature, aujourd'hui vous avez un couloir avec de chaque côté une partie vitrée qui sert à rien finalement, qui est un espace bon, à la limite qui est un petit peu fermé et sur lequel on ne peut pas accéder. Donc ce qui est proposé par rapport à ce plan. Lorsqu'on arrive à l'Arcature, vous avez un petit espace qui est couvert, mais qui est ouvert complètement. Sur la gauche, il y a une porte et on récupère un local pour faire un local poussette pour la crèche, pour éviter que restent les poussettes comme aujourd'hui dans l'entrée de ce lieu. Tout l'espace qui est aujourd'hui donc avec un couloir central et donc les 2 petits espaces de chaque côté sera repris en une seule pièce, si on peut dire, ce qu'on appelle l'atrium. Atrium, c'est géographique, c'est presque un convient. Mais bon, ça sera un atrium. Et dans cet atrium, quand on entrera dans l'atrium, sur la droite, il y aura la crèche, les portes d'ouverture de la crèche. Sur la gauche, un accueil pour la totalité donc, de ce site. Et la porte d'entrée de la bibliothèque se fera derrière cet accueil, non plus comme il était à l'entrée, derrière cet accueil. Ensuite, derrière la porte d'entrée de la bibliothèque, il y a
une porte qui permet d'entrer dans des sanitaires pour enfants, puisque comme on dit ce lieu, ce sera un lieu pour tous âges, il faut aussi qu'il y ait des sanitaires appropriés pour les enfants. Lorsqu'on arrive au bout de cet atrium, bon, je pense qu'on peut prendre la page numéro 2, vous arrivez au bout de cet atrium, sur la droite, je ne commence pas par le côté le plus sympathique, sur la droite, il y a la partie sanitaire qui va être vue, puisqu'il y aura des sanitaires pour les personnes qui sont à mobilité réduite, et puis également, bon, à la limite, pour toute personne, mais pas pour les enfants. C'est pour ça qu'on a ouvert du côté de la ludothèque des toilettes pour les enfants. Lorsqu'on arrive sur cet emplacement, on a un espace que l'on appelle le salon des partages. Salon des partages, ça veut dire que toute personne pourra venir, soit les mamans avec leurs enfants, soit les personnes qui voudront venir dès le matin lire des journaux, y compris on mettra peut-être le reflet, etc. Et qui pourront, sur la gauche, il y aura un petit bar et un espace cafétéria. Donc ils pourront venir prendre un café et lire leurs journaux avec, avec la personne qu'ils veulent rencontrer, discuter ou lire leurs journaux. Sur la partie droite, toujours ce pointillé dont je vous ai parlé tout à l'heure, là on va fermer donc sur la partie droite de façon à donner un espace supplémentaire à la crèche. C'est-à-dire qu'il y a une pièce qui est sur la droite qui sera récupérée par la crèche. Un petit espace qui sera aussi avec le petit arrondi sur la droite, qui sera dédié aux parents qui voudront venir avec leurs enfants pour lire un petit livre ou faire une pause donc, dans cet espace. Le côté gauche, l'espace polyvalent. L'espace polyvalent, ce sera un espace qui sera en priorité dédié aux personnes âgées, mais les 2 jours qui leur sont nécessaires, ils nous ont demandé de conserver ce qu'ils avaient précédemment. 2 après-midi par semaine, ça sera dédié aux personnes âgées, mais le reste du temps, cet espace sera dédié à la population pour faire des activités, ou y compris des spectacles peut-être, ou des réunions. Enfin, ce ne sera pas un espace dédié uniquement aux personnes âgées, hein. Ça sera vraiment ce que l'on appelle un espace polyvalent, avec un espace compte, avec 2 petits arrondis là, que vous voyez sur la droite à l'intérieur de cela, et un espace scénique qui aura vue sur le parc des Ormessons. Au bout de cet espace polyvalent, on a un espace aussi qui s'appelle atelier, mais qui en réalité pourrait servir aussi bien pour jouer aux cartes, enfin différentes activités. Pas forcément que pour du livre, hein, là. C'est vraiment pour faire des activités, et ça pourrait se fermer, donc ça veut dire que ça pourrait être dédié à toutes sortes d'activités, y compris des activités où on veut être calme et on pourra fermer effectivement les portes. Bon, je pense que j'ai oublié. Si, peut-être rappeler, si je peux me permettre, c'est que, voilà, oui, alors, ça s'inscrit dans le transfert de ce qu'on appelle la maison des anciens, qui, voilà, désormais, pourront continuer leur fameux goûter et les rencontres amicales, disposant d'un office et d'une salle sanctuarisée pour y manger, pour être très clair, parce que c'est souvent à travers une assiette que la convivialité naît. Voilà, tout ça, ce sera reproduit. Donc effectivement, l'office qui est là, qui a une porte qui donne sur cet espace polyvalent, et également une porte qui donne du côté cafétéria. Et également, vous voyez que de l'office, il y aura une ouverture qui donnera sur ce qu'on appelle un jardin de lecture, et qui sera un peu une pergola, si on peut dire. Hein. Actuellement, ça donne sur l'extérieur, mais il n'y a rien de prévu, mais on pense faire un genre de... Ça sera mi-fermé, on va dire. Ça ne sera pas une pièce complètement fermée. Hein. Ce sera c'est pour ça qu'on appelle ça un jardin. On pourra aller à l'extérieur. Un genre de terrasse, voilà, on peut dire ça. Bon, ben, je pense qu'en ce qui concerne cet étage, vous avez des questions, on passe à l'étage supplémentaire. Sauf s'il y a des questions de nos collègues concernant cette première approche. En précisant aussi une chose, si je peux me permettre, Madame Moreau, c'est que c'est une bonne transition avec le niveau 2, puisque je vous expliquerai ensuite comment, comme nous l'avons toujours dit,
Ce projet s'inscrira dans un temps long, voilà, qui ne sera pas fait en une année. On le fait avec les moyens dont on dispose. On ne s'engage pas si on n'a pas les moyens. Et ça sera sur 4 séquences. Et rappel, parce que c'était un souci cher à Madame Guyard, c'est que le livre sera partout présent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le rez-de-chaussée, c'est pour l'essentiel la bibliothèque, en dehors de la crèche sur la droite et la bibliothèque. Le livre va habiter en tout lieu. Donc il sera vivant. On reviendra un jour sur le détail, la manière dont Madame Guyard a repensé cet espace, quand on est sur les avant-projets, mais sachez que le livre sera un peu présent partout comme les revues, pour redonner le goût de la lecture qui malheureusement disparaît un peu dans nos sociétés actuelles. Voilà, donc il faut le remettre un peu en scène et recréer des lieux suffisamment lumineux et agréables pour tout simplement voilà, feuilleter et espérer ensuite repartir avec un ouvrage. Voilà. C'est vrai que je n'ai pas donné tous les détails, mais on a des idées, par exemple, je vous donne un petit exemple, mettre à disposition de tous des livres de poche. Chez nous, en fait, toute personne chez eux ont des livres de poche qu'ils ont lus, qui finalement ont peut-être envie de donner, et ils pourraient déposer donc dans cet espace toujours ce salon des partages où les personnes pourront venir les récupérer. Ce sera du gratuit. En fait, c'est une idée qu'on a pu émettre. Il y en aura peut-être d'autres, hein, donc c'est pour ça que je ne voulais pas forcément donner tous les détails de ce qu'on pourrait y faire, mais c'est vrai que ça peut être... tout comme l'entrée, ce qu'on appelle l'atrium, sans cette étymologie du terme, sera un lieu d'exposition permanente aussi. Voilà. Et vous l'aurez compris, la faveur de la présentation du rez-de-chaussée, lorsqu'on parle d'espace d'intergénération, il prend tout son sens. Puisque vous y aurez des espaces dévolus à nos anciens, vous y aurez des espaces dévolus à ceux qui aiment le jeu, tous âges confondus, vous y aurez un espace consacré à la petite enfance, qui va gagner plus de 100 mètres carrés, j'y reviendrai après, et puis des espaces dévolus voilà, à la lecture. Donc, tout ça devrait permettre de créer une alchimie autour des lieux de socialisation, des lieux de rencontre, comme disait Madame Bon. On monte. Alors, à l'étage supérieur, donc toujours ce même principe avec ces pointillés, donc tout ce qui va être modifié. Lorsqu'on arrive en haut de l'escalier, il y aura une forme de comptoir derrière lesquels les personnes responsables de la bibliothèque seront installées. Il n'y aura plus de bureaux fermés spécifiques donc au personnel de la bibliothèque. Ils seront directement à l'écoute des personnes qui viendront à la bibliothèque et elles seront très, très facilement, disons, joignables ou sur le plan visuel, ce sera tout de suite un accueil direct. Le bureau, effectivement, actuel, qui est occupé par le personnel, deviendra une espèce de travail de groupe. Donc, il faut quand même rappeler, alors il y aura 2 espaces de travail, un de chaque côté, un donc, qui sera dédié à toute personne, un qui sera peut-être un petit peu plus dédié à l'enfance et à la jeunesse de l'autre côté, sachant qu'on ne va peut-être pas approfondir là-dessus aujourd'hui, mais quand même, il faut avoir ça en mémoire. Vous savez qu'avec les rythmes scolaires qui vont être modifiés, nous avons aussi besoin d'espaces supplémentaires pour les enfants et pour amener quelquefois les classes ou les enfants qui seront qui pourront venir donc, dans tous ces espaces. Donc ces espaces seront dédiés à pas qu'à ça, mais quand même à ces enfants qui auront besoin d'espace. Donc, tout le centre, donc les 2 grandes parties, sont des parties avec des espaces lecture, avec des rayonnages et des livres. Donc, on voit qu'il y a également, je ne sais pas comment vous dire, où il y a des petits ronds, ce sont des espaces qui pourront être même modifiés, qui pourront être bougés, des tables qu'on pourra déplacer. Ce sera une nomade, on dit. Alors, un espace nomade. Et donc, ça pourrait être, disons, modifié en fonction du nombre de personnes qui voudra venir consulter des livres ou qui voudra venir travailler dans cet espace-là. Et de chaque côté de l'escalier, vous avez d'un côté un espace informatique où il y aura des tablettes informatiques et de l'autre côté un espace audio. Alors, espace audio, l'idée c'est de pouvoir installer disons des livres que l'on pourra consulter mais de façon
audiovisuel, parce qu'on se rend compte qu'il y a des personnes quand même non-voyantes sur la commune, et on souhaitait qu'il y ait un espace dédié éventuellement aussi à ces personnes-là. Malvoyants, pour l'essentiel, plutôt que... La majorité, c'est plutôt malvoyant que non-voyant. Qui ont besoin d'une taille de typographie un peu plus grande. Et on a également ce qu'on appelle activité l'art, une pièce, une salle qui sera dédiée à des jeux et qui pourra communiquer à la fois du côté bibliothèque et du côté ludothèque, sur le bas à gauche. Sur la droite, acte garderie, il n'y a pas de changement. Vous voyez que le pointillé n'intègre pas cette partie-là. Voilà, donc dans l'immédiat, ce sont les 2 étages qui sont prévus. Il est certain que si on le peut, on continuera donc les modifications, et en particulier le dernier étage pourrait être dédié à la bande dessinée en particulier. Mais bon, après, il y a d'autres aménagements qui pour le moment ne sont pas... Oui, voilà. Parce qu'il faudra quand même, il faudra penser à modifier l'ascenseur et à mener l'ascenseur à un étage supplémentaire. Donc, ça n'est pas pour le moment prévu dans les travaux que nous avons. Voilà. Sur l'accès aux 3, mais l'accès aux 2, il y aura désormais la possibilité de passer sur l'ensemble du plateau d'un espace à un autre. Ce qui, notamment sur la bibliothèque, aujourd'hui, pose un certain nombre de difficultés, notamment... Quand on reçoit les groupes de jeunes personnes handicapées, il y a des vraies difficultés d'accès. Voilà. Dans la première étape, c'est un des sujets que nous réglerons, en tout cas une des questions que nous réglerons dans le temps. Et en gros, c'est toujours dans le même esprit, les syndicats seront revus, bien évidemment, sur les 2 étages, puisqu'il y aura également des sanitaires spécifiques pour les personnes à mobilité réduite. Donc voilà, le 2e étage pour le moment est juste envisagé, on a des idées, mais il n'est pas dans le projet. Je vais revenir parce que je vous parlais un peu de séquençage. Vous l'avez promis, ce que vient de dire Mme Moreau, c'est qu'on est dans cette logique un peu de salon de lecture, de lieu de lecture. Je reviens sur la logique de l'offre avec chaque fois des spécialisations qui seront proposées à nos concitoyens, et des espaces nomades dont vous parliez selon la configuration, et avec un renouvellement, une programmation qui permettra à chaque fois, je l'ai dit ici, on a souvent des d'entre nous, c'est de sortir d'une logique linéaire où très souvent, lorsqu'on parle de la bibliothèque, c'est d'abord pour mettre en avant le nombre de volumes, qui est toujours le truc important, 70 000, 72 000, pour aller désormais vraiment sur une offre éditoriale, laquelle s'enrichira, et Henri nous rappelait aussi qu'elle pourrait être exhaustive, puisque nous aurons aussi, c'est en discussion avec la médiathèque de Melun, la capacité d'enrichir pour ceux qui auraient des objets plus particuliers ou spécifiques, d'avoir un réseau complémentaire, puisque ça c'est un très beau lieu, la médiathèque de Melun, pour ceux qui ne sont pas allés. Vraiment, je vous y invite, on passe souvent le temps à se morfondre. Il faut être fier de ce haut lieu de savoir et de culture, c'est une très belle réussite, et puis l'environnement est très chouette. Eh bien, on va essayer non pas de faire l'équivalent, chacun a sa taille et chacun sa vocation, mais cette arcature a vocation aussi, comme la médiathèque de Melun, d'être un lieu un peu effervescent. Donc ce 2e étage, il est conçu comme tel, et Mme Moreau l'a dit, j'insiste là-dessus, c'est des débats qu'on a eu entre nous, tout est pensé, et en cela ça a été un accélérateur, pour créer les conditions d'accueillir un nombre croissant d'enfants dont nous hériterons avec la réforme d'Éric Mousselet, sur laquelle travaille Pierre Carassus et Madame Chevier. C'est un débat que nous aurons ici en toute fin d'année. Ils avancent bien sur ces propositions. Voilà. Multiplication des flux et la capacité à recevoir un nombre d'enfants croissant autour de la lecture. Voilà, car il suffit aujourd'hui de se rendre dans les bibliothèques, et la nôtre la première. Voilà, vous avez un public fidélisé, grand consommateur, avec des genres littéraires très spécifiques. Je pense que nous avons des marges de manœuvre, donc il faut repenser et avoir une vraie politique de lecture publique. Sur le séquençage, en effet, nous commençons par une partie du rez-de-chaussée à travers l'atrium, l'espace dévolu aux anciens et l'espace polyvalent, qui pourra même être un espace même de projection. Pierre Carassus rappelait le jour qu'on pouvait tirer un écran et installer quelques chaises, peut-être pour une programmation alternative ou complémentaire.
Année 2, enfin séquence 2, ce sera la crèche, sur laquelle il y a un certain nombre de réformes. En tout cas, il faut revisiter l'ergonomie là aussi de Dieu. 3, vous l'avez évoqué, Madame Moreau, le dernier niveau qui pourrait être dévolu à la bande dessinée, car c'est le premier genre qui est emprunté par nos concitoyens. C'est aussi le premier genre d'ouverture ou d'appréhension de la lecture, hein, quand même, il est besoin ici de le dire. Enfin, sur la 4e séquence, c'est le travail autour des extérieurs pour que l'arcature regarde le parc et pas seulement la place Navalcarnero. Et l'ultime étape sera les rez-de-chaussée, notamment pour y consacrer une place par extension à l'école de musique pour des pratiques collectives, mais aussi pour le chant. Et le rêve que nous avons tous, c'est de faire que cette arcature vive, comme dirait dans le film, jour, nuit. Et elle pourrait être plus exploitée, avec raison, et ainsi d'être vivant. Et on peut imaginer de chanter aussi à travers les livres. Voilà, bref. J'y reviens, c'est ça la genèse du projet que nous nourrissons, qui prendra du temps, parce que ça coûte de l'argent et en scène me dira, mais je vois quand même dans la qualité du projet que vous avez, sur lequel vous avez travaillé à partir des intentions de votre modeste serviteur, il y a une écoute de nos partenaires publics. Voilà, si je citais cette probable subvention, c'est qu'on considère non pas qu'on est géniaux, on est un peu originaux, on est un peu iconoclaste, il y a une part de risque, il faut le dire, mais au final, on ne fait que réadapter l'existant. Enfin, si, pour ceux qui ont connu les premiers jours de l'arcature, finalement, c'était déjà un peu ça. Voilà, donc on revitalise, je dirais, et on en profite pour le penser comme, j'en reviens au plus, comme un équipement public structurant en cœur de ville. Voilà, en gros, l'avant-projet sommaire. La prochaine fois, mesdames et messieurs les élus, nous viendrons avec quelques esquisses qui font quelquefois un peu rêver, et là, les architectes y travaillent, et nous viendrons ensuite, au moment de l'examen de la décision modificative budgétaire, sur combien ça coûte. Mais à ce stade, voilà, si vous avez des suggestions, elles sont les bienvenues, des questions, elles le sont tout autant. Voilà, vous avez la parole. Vous adhérez donc à cette belle perspective, je m'en félicite. Voilà, donc c'était une communication comme nous nous y étions engagés au moment de l'examen du budget. Dans le même esprit... Ah, pardon, monsieur Franzi, vous avez la parole. Cette fois-ci, monsieur le maire, j'en ai deux questions. Un premier, je suis très content qu'on puisse avoir un salon pour les reflets, c'est une très bonne idée. Merci, Gilles. La deuxième... Entre autres. Entre autres. Tout journaux, y compris reflets. C'est une belle originalité. La deuxième, bon, c'est pas un projet sommaire, c'est déjà un projet détaillé. Donc on est déjà dans une phase. En chanson, c'est One Step Beyond. Et 84. Ouais, mais ça ne rajeunit pas. Je me souviens très bien. Et plus précisément, est-ce que vous avez, maintenant qu'on est effectivement dans un projet détaillé, est-ce que vous avez une idée du nombre de mètres carrés qui vont être retravaillés, réaménagés, restructurés sur ces trois niveaux, à peu près? Là, vous me posez une colle. Je fais un monde honorable. Je vous demande un peu de patience pour être précis, monsieur Franzi, parce que comme certains ne bougent pas, j'ai peur de vous dire des bêtises. Je prends un exemple, l'office, c'est juste une porte supplémentaire. Donc écoutez, je vous dois cette réponse. Je ne peux pas vous dire immédiatement la première partie comment ça vient. Non, parce que grosse maille, ça fait à peu près 450 mètres carrés. J'ai bien compris que c'était phasé sur... C'est ça? Eh bien, vous avez gagné les 10 € gagnés dans le Mour. Non, j'ai une échelle. Mais, à nouveau, ne confondez pas, si je peux me permettre, l'emprise et les lieux sur lesquels nous allons intervenir. On est tous au moins sur la reprise des sols le seront. On est bien d'accord. Et la deuxième question, c'est maintenant qu'on a globalement une enveloppe en superficie, est-ce qu'on a en face une enveloppe financière? Et oui, que ça fait très bien, on sait qu'elle est timée, mais ça permet de corréler, c'est ça qui est intéressant. Écoutez, il y a une chose qui est bien dans cette ville, c'est qu'on ne change pas en 15 jours. Voilà. Et il nous arrive même de ne pas changer pendant longtemps. Voilà, voire d'imaginer de ne pas changer du tout. Et en tout cas, le chiffre qui a été évoqué ici la dernière fois, lorsque nous avons délibéré sur la demande de subvention, je pense au couvert du ministre des Finances, c'était 977 000 €, soit l'équivalent d'un terrain de foot, pour un équipement qui accueille aujourd'hui au moins 28 000 personnes au bas mot,
et qui a vocation, en tout cas, non, pas personne, passage, pour être plus précis, pas et qui, à mon avis, a vocation avec ce lieu, oui, parce qu'on n'a pas compté, merci Pierre, nous n'avons pas comptabilisé la partie qui relève de la crèche et de la petite enfance dans cet exercice. Donc imaginez demain un lieu qui a vocation à recevoir tout ou partie des enfants des écoles maternelles et élémentaires. J'y rajoute, et nous ne manquerons pas de vieillir un jour, celles et ceux qui auront besoin d'aller lire sur des plus grandes typographies, bref, et les passionnés de BD, j'ai la prétention de dire que nous allons au moins doubler cette fréquentation. Voilà. Et sur ces 900 000 euros, mais je laisse peut-être en scène, peut-être par anticipation, dire les grandes masses de ce que nous avons, un, inscrit au budget, deux, révisé, et trois, les concours financiers que nous espérons sur cette première étape, car je précise que les 900 000 euros dont nous parlons, ce sont ceux que nous pourrions supporter, je redis, si nous obtenons l'ensemble des concours. Si on ne les a pas tous, eh bien on fera moins et sur une plus longue période. Voilà, c'est simple, c'est comme à la maison. Monsieur Ancel. Oui, donc j'étais sur 980 000 euros TTC. Donc je rappelle que sur le budget 2013, comme vous l'avez fait remarquer la dernière fois, nous avions 150 000. Mais nous avons donc, vous le savez aussi, les modulaires de la société Twax qui ne se sont pas faits. Donc nous avions une réserve d'argent de 493 000. Donc quand j'additionne les 493 000 et 150 000, nous avons aujourd'hui 643 000 disponibles pour ce projet d'intergénération, auquel on espère, dès cette année, c'est pas encore sûr, on n'a pas encore la notification officielle, mais on espère, une notification de 255 000. Donc si vous faites le bilan, vous êtes à 643 plus 250, vous êtes à 700, 600, 900, nous avons presque financé ce projet. Voilà dans l'état actuel d'un point de vue financier. Pour le public, parce que peut-être quand on parle des modulaires Twax, ça peut vous sembler un peu étrange. Je rappelle que l'année dernière, nous avions retenu le projet de créer des vestiaires modulaires sur la cité du sport. Comme Corinne l'a qualifié, nous avions retenu cette expression. Nous avions attribué le marché à une société qui, à peine s'était vu attribuer ce marché, n'a pas souhaité le faire. Voilà, je ne rentre pas dans les détails. On a pu le faire, ou nous poser des conditions, pour être très transparent, nous demandant de remettre au pot pour faire. Nous avons dit non. Voilà, en plus ce n'était pas 1 000 euros, c'était une grosse somme. Et au final, ils n'ont pas fait. Nous avons récupéré 45 000. Donc c'était quoi expirer, vous lancez un projet, vous ne le faites pas, et vous repartez avec 45 000 en plus. C'était un peu moins parce qu'il y avait eu quelques frais de procédure, et nous avions fait déjà quelques travaux. Et ce montant-là, puisqu'il était inscrit au budget, mais qu'il n'avait pas servi, nous avons pris, nous et certains qui ont voté ici le budget, il faut le dire, décidé de le consacrer à l'arcature et au projet intergénération. Voilà, donc ce budget existe, ce n'est pas un budget supplémentaire, et je le redis, nous avons bon espoir de trouver d'autres subventions qui permettront d'avoir un investissement résiduel inférieur au montant que nous avons inscrit au budget prévu. Oui, je tiens à préciser, en fait, ce n'est pas une décision modificative, puisque aujourd'hui, on est dans le même chapitre et dans la même nature. Donc, en fait, c'est un certificat administratif qui est signé par la commune et qui est retransmis au trésorier. Donc, ce n'est pas une décision modificative, puisque, je le répète, nous sommes toujours dans le même chapitre, c'est un redéploiement de dépenses. Voilà, mais on doit les mettre carrés, en revanche, sur votre question. Quand même. Oui, on sera dans un environ. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions? Il n'y en a pas. Je vous remercie, c'était une information. Et bien, au même titre de l'information, M. Lavallée, vous allez nous parler d'un autre grand chantier que nos concitoyens ont dû constater en cœur de ville. Vous avez la parole. Alors, vous avez pu constater que les travaux ont été démarrés sur le bassin de la place des Fêtes. Il s'agit du troisième bassin de rétention du programme triannuel mis en place et financé entièrement par la CAMS, la Commune d'agglomération. Régulier les prix d'orage qui inondent régulièrement le bas de la Rivani et le score du 19 mars. Je rappelle que ce programme triannuel comporte au total 6 bassins pour une capacité totale de 12 330 mètres cubes. Le coût estimé, il y a maintenant au moins 8 ans, peut-être 10, était de 11 millions d'euros, entièrement supporté par la Commune d'agglomération.
À ce jour, 2 bassins ont été réalisés. Le premier est celui du Charbonnois, qui est en fait un réaménagement, qui a une capacité de 2450 m3. Le second, celui du Sport du 19 mars, en 2011, pour 3100 m3. Et 3 lui succéderont, celui du parking du Boulet, un peu plus bas, là, pour 1250 m3. Un autre rue de la Flotte, pour 10 700 m3, et un dernier sur le square du haut de la rue de la Noue pour 530 m3. Une étude complémentaire à venir déterminera si ces 2 derniers bassins peuvent être regroupés. Donc le bassin de la place des Fêtes aura été le plus grand, il aura une capacité de 5300 m3, il coûtera 2 500 000 €. Il sera à ciel ouvert et aura un aménagement paysagé sous forme d'un parc accessible au public sur une grande partie de sa surface, bien sûr en dehors des périodes d'inondation. Il aura une forme triangulaire, 2 côtés seront délimités par des murs de soutènement en gabion de pierre, des rues Foch et Montgeron. Le troisième côté, vers le nord, vers le cimetière, sera en pente douce, accessible au public. Quand ce bassin sera terminé, la capacité totale de rétention sera mise en place, sera de 1850 m3, soit 72% du programme prévu. Les travaux ont donc commencé en octobre. Ils auront des répercussions à partir du 4 novembre jusqu'à début mars sur la circulation, car les rues Foch du carrefour Pierre et Marie Curie à celui de la Baie des Greffins sera mis en sens interdit, et de la rue du 11 novembre au carrefour de la rue Foch, de la rue Foch à la rue du 8 mai, il y aura également un sens interdit. Ce qui entraînera des modifications de trajets des lignes de bus, en particulier la ligne du bus C, dans le sens retour vers Gare. L'arrêt des Acacias sera reporté à Justice et celui du Moustier sera reporté à l'arrêt Saint-Just-Clémenceau. Concernant les lignes L et CD, le terminus sera reporté de la rue de la Marochant à la rue Pierre et Marie Curie, l'arrêt Curie-Foch. La fin des travaux est aujourd'hui estimée à l'été prochain, on va dire juillet au début. Juste avant les orages, voilà, et peut-être de préciser, M. Lavallée, que nos concitoyens ont reçu dans leur boîte aux lettres à l'initiative de la communauté un petit mot explicatif avec un plan toujours un peu compliqué à lire, mais bon, je pense que pour les usagers du bus, dont nous sommes certains, voilà, on peut comprendre qu'il y a un petit effort à faire pour certains, c'est vrai, quelques mois durant, hein, ça c'est une évidence. Mais c'est un enjeu majeur, notamment pour ceux qui vivent, voilà, hein, dans le coteau. L'été dernier, pour ceux qui étaient là, en juillet, on peut dire qu'on a été certains les pieds dans l'eau. Hein, je pense à l'angle rue de la Noue, chez Duchesne, où, voilà, pour certaines familles, ça devient un cauchemar. Hein, enfin, franchement, un cauchemar. Voilà. Donc, on a beaucoup progressé, il nous reste beaucoup à faire. Et je dis qu'une de nos fiertés collectives, c'est de considérer qu'à l'issue, ce sera à la fois un très beau cheminement pour mener d'abord au cimetière, voilà, qui s'améliore, il y a encore beaucoup à faire, à la maison des associations, et puis dans les nouveaux logements qui vont sortir de terre. Voilà, donc voilà, il est en train de se dessiner là, en entrée du cœur historique, comme tu l'appelais, Henri, quelque chose qui sera très verdi. Voilà, donc il faut demander à nos concitoyens un peu de patience, parce qu'il y aura des désagréments, c'est évident. Merci, Monsieur Lavallée. Est-ce qu'il y a des questions concernant le chantier de ce bassin de rétention? Non? Voilà, bah écoutez, nous avançons. Monsieur, non? Ça ne coûte rien, hein, l'enseignement? Non. Voilà. Alors ça nous coûtera après, parce qu'il y aura quand même quelques aménagements à faire. Il y aura du trottoir, comme on dit, hein. Voilà. Ah oui, oui, alors, monsieur, parce que c'est votre idée, c'est une très bonne idée, monsieur. On a pris l'initiative, notamment pour ceux qui étaient à l'arrêt de la Marochant, d'organiser une petite navette qui va de Marochant
rue Pierre-et-Marie. Voilà, Pierre-et-Marie. Le matin. Le matin, entre 6h, 6h30 et 9h, voilà. On adaptera selon le niveau de fréquentation, mais il n'y a pas grand monde non plus à cet arrêt de la rue de la Marochant. Voilà, nous prenons acte, merci. Alors maintenant, je redonne la parole à merci M. Lavallée, à M. Malmassari, pour nous parler de la convention de taxe d'aménagement. Oui, merci. Merci, M. le maire. Donc, convention de taxe d'aménagement. Donc, c'est en raison du remplacement de la taxe locale d'équipement par la taxe d'aménagement. Il convient d'actualiser la convention qui avait été signée avec la CAMS le 7 février 2008. Je rappelle, cette convention consiste à reverser à la communauté d'agglomération tout ce qui a été perçu au titre des permis délivrés dans la zone industrielle de la Croix-Saint-Bénard, zone d'activité. La CAMS ayant la compétence économique, bien sûr. Donc chaque année civile, il y a un bilan qui est fait par le Trésor public et on reverse ce qui a été perçu à la communauté. Donc il vous est donc demandé d'approuver cette convention avec la CAMS. Y a-t-il des questions concernant ce projet de convention? Il n'y en a pas, je mets au voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions à l'unanimité? Je vous remercie. Je passe maintenant la parole à Mme Aderkane pour nous parler d'une proposition d'avenant au bail commercial de l'atelier de Martine. Et peut-être ensuite, vous pourriez dans le prolongement évoquer l'avenant aussi du bail commercial avec Histoire de Pétale, sa voisine. Vous avez la parole, Mme Aderkane. Oui, alors comme vous le savez, la mairie dispose de quelques locaux qu'elle destine au commerce. Et compte tenu des conditions économiques actuelles qui fragilisent nos commerces de proximité, et donc compte tenu des difficultés qu'ils supportent, il paraît nécessaire d'ajuster le montant de leur loyer aux conditions de l'équilibre de leur exploitation. Il vous est donc proposé d'autoriser Monsieur le maire à signer l'avenant au bail de ces commerces, en particulier de l'atelier de Martine, et de réviser un allègement pour l'histoire de Pétale. En rappelant que pour suite à une réunion des présidents du groupe, pour ceux qui l'avaient produit, les bilans étaient disponibles. Je crois que le président Pratola l'a consulté aujourd'hui. Donc voilà, mais vous comprendrez que, relevant d'affaires privées, on ne met pas sur la place publique un certain nombre d'évaluations. Et je remercie celles qui ont bien nous témoigné leur confiance en nous faisant partager ces chiffres. Voilà, dans le cadre de cette relation intelligente entre la ville et nos partenaires commerciaux, dont je salue la présence de certaines, et de Madame la Présidente de l'Association des commerçants, à qui nous devons beaucoup dans le dynamisme dans la commune en la matière. Alors, y a-t-il des questions concernant cette proposition d'avenant au baux? Car un bail de baux, on n'a pas pris hier, je ne fais plus la faute. Il n'y a pas de questions. Alors, je mets au voix. Y a-t-il des voix contre? Y a-t-il des abstentions? À l'unanimité, je vous en remercie tout particulièrement. Merci Mme Aderkane pour avoir pris cette initiative et abouti dans cette négociation. Alors, jusque-là, tout allait bien. Le gros du morceau maintenant, nous allons aborder donc une décision modificative. Je ne sais pas si c'est bien ça le terme, M. Malmassari, du budget 2013. Donc, nous avons abordé la décision modificative numéro 2 du budget communal. On va commencer à suivre la liste. Donc, sur le chapitre 011, vous avez 170 000 euros, 179 000. Alors principalement sur 8 900 qui est un chauffage urbain, c'est le termine le restaurant François Mitterrand. Et vous allez voir qu'en compte, nous avons une recette pour les avoirs perçus sur 2012 d'un même montant. Nous avons du négatif de 1982, 2767 et 822. C'est classique, ce qui correspond donc aux investissements des écoles. C'est un transfert de la section d'investissement en fonctionnement, enfin de fonctionnement en investissement. Au départ du budget, on met une somme, on ne sait pas ce que les écoles vont faire de fonctionnement en investissement. Finalement, c'est de l'investissement, donc c'est retransféré en investissement. Nous avons 10 000 euros, c'est de l'allocation immobilière. Alors c'est une opération d'ordre, c'est une régularisation 2012. En fait, compte, c'était le gymnase de la Poste qu'on ne paiera pas, c'est la question en fait compte, ils ne nous ont jamais envoyé la facture. Donc on va les retrouver différents
En recette de fonctionnement, c'était quelque chose qui va s'annuler, c'est simplement une opération d'ordre. Nous avons remis 48 500 sur des mises en conformité des lanternes et des remplacements de candélabres. Et nous avons aussi 68 000 euros et 40 000 euros qui sont des transferts de crédit d'investissement. Donc c'est un investissement transféré en fonctionnement. Ce qui fait donc un total de 170 179. Et sur le chapitre 14, nous avons 11 847 euros. Donc c'est le fonds de péréquation intercommunale. Donc nous avions prévu 12 761 euros et en fin de compte nous avons 24 608 euros à payer pour la communauté, à travers la communauté, mais c'est le Trésor qui prend l'argent. Donc effectivement c'est difficile à évaluer puisque c'est un calcul qui est refait toutes les années, suivant le potentiel fiscal des communes. Donc ça nous fait un delta de 11 847 euros qu'on lui faudra inscrire donc en recette de fonctionnement. Sur le chapitre 65, donc 13 150 euros, donc c'est principalement de 600 euros de cotisation sécurité sociale pour la part patronale, et 850 euros, nous allons voir plus tard, c'est des pertes de créances irrécouvrables. Donc on a une demande, une mission en valeur du trésorier pour une valeur de 2346. Comme nous avions prévu au budget budgétaire à 1500 euros, quand on fait la différence, on fait 850 euros de dépenses. Et puis nous avons différentes associations, donc 100 euros pour les courses de l'histoire, 3000 euros pour le comité de jumelage, qui est spécifique au jumelage avec Naval Carnaval, 2000 euros d'augmentation de l'enveloppe du sport, 1000 euros du secours populaire, 200 euros pour la VMEH et les visites dans les hôpitaux. Et nous avons en chapitre 067 12 490, c'est pareil, ça ce sont des rattachements 2012, c'est des rattachements non suivis de titres, donc c'est une opération d'ordre qu'on va retrouver aussi dans recette de fonctionnement, c'est 12 490 qui s'annule. Et sur le chapitre 042, nous avons un montant de 19 085 euros. Donc ça, on en a parlé tout à l'heure, c'est donc les modulaires de la Mare des Champs. On avait investi quelques études là-dessus. Et comme ça a été annulé, nous avons une obligation de le transférer de l'investissement en fonctionnement. Puisque ça ne se fait pas, c'est une obligation, c'est la loi qui nous oblige à le transférer en fonctionnement. Et au chapitre 023, donc nous avons moins 121 514 qui est le virement à la section d'investissement. Donc ce qui fait un équilibre entre ces deux opérations. En recette, sur le chapitre 70, nous avons 11 000 euros, donc c'est la redevance de l'eau qui nous est versée par Veolia, donc on a 11 000 euros plus. Bien. Au chapitre 73, 24 337, donc on retrouve le fonds de péréquation de 11 847, c'est le delta donc, entre le budget et le réel. Et nous retrouvons l'opération d'ordre de la taxe des déchets de 12 490. L'opération d'ordre qui s'annule parce qu'elle était en dépense. En chapitre 74, nous avons 4 000 euros. C'est principalement les emplois CAE pour les personnes handicapées. Sur le chapitre 77, nous avons 63 900. Donc nous retrouvons là les 45 000 du dédommagement de la société Twax pour annulation de son contrat. Et nous retrouvons donc les 10 000 euros du gymnase de la Porte, qui est l'opération d'ordre. Et le reste, ce sont des factures d'avoir, principalement de Dalkia, qu'on retrouve de 8 900. C'est les recettes, c'est ce qu'on a retrouvé en dépenses. 8 900, on trouve le même montant. Alors pourquoi un avoir? Parce qu'en fin de compte, on relève toujours les compteurs en janvier-février 2011 à l'année N+1 par rapport au compte administratif. Et comme là, on s'est rendu compte qu'on a moins consommé, ça nous a fait un avoir de 8 900 euros. Dans le chapitre 75, dans 20 000 euros, donc 400 euros de remboursement de consommation de fluide de la poste et 1600 euros de remboursement de facture gaz du restaurant d'artiste. Vous avez un total de recettes de 105 237 qui correspond donc aux dépenses de fonctionnement de 105 237 qui permet d'équilibrer la section de fonctionnement. En dépenses, investissement dépenses, nous avons chapitre 10, 10 202 euros. Donc ça c'est le reversement de la taxe locale d'équipement à la CAMS. Dans chapitre 20, nous avons 60 700 euros. Donc principalement des frais d'études,
sur le parc de la Buissonnière, sur le centre Gaston Dumont et sur le futur dojo qui va nous servir de salle polyvalente. Nous avons un transfert de 14 700, c'est simplement un transfert de chapitre qui passe de 20 à 21. Et sur le chapitre 21, nous avons 8 128 € de dépenses, nous avons 3 600 €, c'est pour l'aire de jeu de la Plaine des Jeux, on a fait des petits travaux, et 4 500 sur l'aménagement des équipements sportifs de la Mare des Champs. Et nous retrouvons donc les 182 €, les 2 622 € et 2 767 €, qui sont les transferts de petits équipements pour les écoles, donc, qui sont passés en investissement. Sur le chapitre 23, donc 79 526, donc principalement les travaux sur Bève et Gantier de la cour, les travaux de Gaston Dumont sur la cour pour 46 200, le ravalement de la mairie pour 33 300, la pompe à chaleur de la ferme des Jeux, 79 626, qui nous a lâché, on peut dire, parce qu'on n'avait pas prévu, mais on a dû la remplacer. Et nous avons moins 108 000 € qui est donc le transfert de crédit d'investissement en fonctionnement. Donc un total de dépenses de 149 427 €. Au niveau des investissements en recettes, nous avons sur le chapitre 10, nous avons un surplus de taxes locales d'équipement, 95 170, que nous gardons pour nous, parce qu'on ne passe pas tout, c'est pas obligatoirement dans la zone industrielle. Sur le chapitre 13, nous avons 156 686. Alors, nous avons touché 7 000 € de subvention de la région pour le stade de la Buissonnière, c'est un ajustement de subvention par rapport au montant global. Nous avons enlevé 37 000 €, puisque toujours par rapport au modulaire de stade de la Mare des Champs, puisque nous avions une subvention du Conseil général, mais puisque nous ne le réalisons pas, donc on enlève la subvention. Nous avons enlevé aussi 50 000 € qui était la subvention de la communauté pour le cinéma. On l'a enlevé pour faire une opération, puisqu'on a récupéré 227 886 de fonds de concours de la communauté. Donc, mais comme on avait inscrit 50 000, on l'a enlevé. Sur le chapitre 040, 19 085, donc on retrouve les frais qu'on avait dépensés pour le modulaire, donc on les retrouve en recettes d'investissement de manière à ce qui permette d'équilibrer par rapport aux dépenses d'investissement. Ça fait une opération nulle en investissement, mais on les a réinscrits en dépenses de fonctionnement. Et sur le chapitre 021, nous retrouvons donc les 121 524 qui nous fait figurer d'inscription de fonctionnement en investissement. Donc ce qui nous fait un total de 149 427, qui correspond donc aux dépenses d'investissement, 149 427, qui nous fait toujours donc un budget équilibré. Voilà pour la décision modificative numéro 2 du budget pascal. Merci monsieur Massari. Y a-t-il des questions concernant cette présentation de la décision budgétaire? Il n'y en a pas, ce qui signifie que vous avez été précis et exhaustif, M. Massari. Eh bien, je mets au voie cette décision modificative. Y a-t-il des voix contre? Y a-t-il des abstentions? Alors, 4, je vais être certain, j'ai pas oublié c'est bien 4, hein, j'ai pas oublié de pouvoir, hein, je vais être certain. 3 mains, c'est difficile. 2, c'est le maximum. Donc. Et qui vote pour? Et qui vote pour? Et tous les autres. C'est adopté, je vous remercie. Alors, temps budgétaire, vous avez toujours la parole de M. Massari sur le budget annexe du tertre de Cherisy. Donc le budget annexe du tertre de Cherisy. Donc là c'est très simple, il s'agit d'intégrer dans ce budget le vente de la parcelle où va s'installer le drive au champ pour un montant de 140 212 €. Donc c'est une inscription sur le budget du tertre de Cherisy. Et donc qui sera transféré sur le budget principal uniquement en 2014. Voilà. Donc nous avons déjà délibéré sur la vente de cette parcelle. Donc c'est déjà une recette pour 14. Voilà, Décidément. sur recette pour 14. C'est bien. Y a-t-il des questions concernant cette délibération? Il n'y en a pas. Y a-t-il des voix contre, des abstentions? 4 abstentions adoptées. Je vous remercie. Et bien toujours M. Massari pour nous parler de la dissolution du budget de la caisse des écoles. Oui. Mais qu'est-ce que c'est? Donc, le budget, c'est vu l'article L212-10 du Code de l'éducation nationale qui précise que lorsque la caisse des écoles n'a procédé à aucune opération, aussi bien en dépenses qu'en recettes pendant 3 ans, elle peut être dissoute. Et considérant que cette période de 3 ans est achevée, donc 2010, 2011, 2012, on décide de dissoudre le budget de la caisse des écoles. Il y a un solde de 236,42 €,
qui sera donc repris par le budget communal. En fin de compte, cette caisse d'école, avant c'était surtout des dons qui étaient versés dans la caisse des écoles. Aujourd'hui, ça a un peu disparu. Il n'y a plus de mouvement depuis 3 ans, donc il n'y a aucune raison d'exister. Le budget des caisses d'école. Il faut savoir qu'on participe au financement. Oui, on réinvestira ces 266,42 € rassurez-vous, dans les écoles, et pas à l'arcature. On demande l'autorisation de dissoudre la caisse des écoles et de reprendre cet excédent sur le budget communal. Voilà. Il n'y a pas de petites recettes. Y a-t-il des questions concernant cette dissolution de l'école et non pas de la caisse? De la caisse. De la caisse des écoles, oui, pardon. Y a-t-il des voix contre, des abstentions à l'unanimité? Je vous remercie. Attribution des subventions 2013, là vous allez dépenser, monsieur Malmassari. Oui, donc plus. c'est le réajustement, donc c'est les crédits nécessaires qui étaient disponibles au budget 2003. Il demandait au conseil municipal d'accorder les subventions suivantes. Donc vous avez le tableau des subventions. Voilà, pour ceux qui n'ont pas accès à cette délibération, sont principalement les associations sportives de la commune. C'est le seul pour l'année 2013. Y a-t-il des questions, mesdames et messieurs les élus? Il n'y en a que pas, car vous avez appris le chiffre. Y a-t-il donc des voix contre? Des abstentions? À l'unanimité, au nom des sportifs, merci. Admission à non-valeur, M. Anselme Malmassari. Alors, cela a été vu donc, dans la décision modificative du budget primitif, du budget, puisqu'en fait, compte le montant de 346 € et on avait inscrit une ligne budgétaire à 1500. Donc, à la demande du trésorier principal de la trésorerie de Melun, il s'est demandé d'admettre en non-valeur un montant de 2346 € 15 centimes. Et surtout, en fait, compte qu'il est impossible de suivre les petits reliquats inférieurs à 40 € et que d'autres recouvrements sont irrévocables suite à des poursuites infructueuses. Voilà. Donc, là, on a la liste, effectivement. On perd 2300 €. Voilà, On perd 2346 €. On ne peut pas recouvrer. C'était quand même un montant important, même si on améliore. Hein. On s'améliore. Oui, je pense que c'est pas. Oui, ouais, il est conséquent, mais bon, quand je vois cette admission en valeur de Et je crois que vous avez posé une question, M. Pratola, en réunion des présidents, pour savoir si éventuellement il y avait des récidivistes, si vous m'autorisez cette expression. Je crois que c'est vous qui avez posé la question. Pas sous ce terme-là. Oui, non, c'était, je faisais un petit peu très dur. Voilà, donc on n'est pas en capacité là, de vous répondre dans quelques jours, mais comme il se doit, nous allons faire quelques recherches pour vérifier en effet qu'il n'y a pas. Quelquefois, il y en a, hein, il y a des choses qui se plaisent à considérer qu'à un moment, on ne paye pas. Donc voilà, comme ça, c'est très suivi par nos services et par le Trésor, mais vous avez posé la question, vous avez le droit à une réponse, c'est comme un mètre carré. Voilà. Je mets aux voix cette délibération, y a-t-il des voix contre? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Et bien, une autre bonne nouvelle, monsieur Malmassari, fonds de concours de la communauté d'agglomération. Oui, donc il vous a demandé d'accepter les versements de fonds de concours de la communauté d'agglomération pour la ludothèque pour un montant de 53 990 € et 70. Puisque vous savez que la ludothèque, elle est unique dans l'agglomération. Et 12 805 € 85 pour l'école de musique. Donc c'est des fonds concours qui figuraient déjà au budget voté cette année. Des subventions pour la commune. Y a-t-il des questions concernant ce fonds de concours, enfin ces fonds de concours? Non. Et bien, il n'y en a pas, je mets au voix, des voix contre, des abstentions à l'unanimité, je vous remercie. Et bien, nous parlons un peu d'eau maintenant, avec une petite dépense, M. Malmassari. Une petite dépense, vraiment une petite. Hein. Ça concerne l'accès au puits de l'ex-distillerie. Donc, considérant que ce quartier n'est pas desservi par le service communal d'alimentation en eau et que ce puits est néanmoins nécessaire à l'alimentation en eau potable pour nos habitants. Il a été réalisé des travaux d'isolation de canalisation donnant accès à ce puits. Donc le montant des travaux est de 2 450 € hors taxe. Et donc considérant l'accord des deux usagers, parce qu'il y a la distillerie puis il y a un riverain, pour une participation financière de 1 000 € hors taxe chacun. Donc il vous est demandé d'accepter leur participation, donc le remboursement de 1 000 € chacun, et à charge de la commune, donc 450 € hors taxe. Voilà, c'est l'accord que nous avions trouvé pour que chacun contribue, c'est-à-dire les personnes qui vivent, celui qui est détenteur du puits, et puis comme c'est en dehors du périmètre qui est sous notre responsabilité, voilà. Et il a été spécifié que c'était un bon geste pour qu'ils aient, pour être très clair, de l'eau en hiver, car en fait ça gelait. Voilà, donc c'est la proposition qui vous est faite. Et je rappelle que dans la convention, il est noté que si la distillerie est vendue,
l'accord reste valable pour l'autre participant. Voilà, y a-t-il des questions concernant cette délibération? Une dépense de 450 €. Non. Je vais ouvrir. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? À l'unanimité, je vous en remercie. Remboursons-nous les fluides, monsieur? Oui, remboursement, consommation des fluides. Donc, vu le séjour des gens du voyage et la mise à disposition des fluides nécessaires à leur accueil pour l'électricité, il vous est demandé d'accepter le remboursement forfaitaire de 2 000 €. Donc, c'est un remboursement forfaitaire qui nous sera versé par le rejeton, je pense. Et c'est une délibération qui va passer, je crois, au conseil communautaire prochainement. Oui, je rappelle que nous avons eu une visite inopinée cet été, une petite centaine de caravanes, pour ceux qui étaient là au mois d'août. Et nous avions obtenu cette communauté paroissiale qu'elle remboursa à l'euro ce qui avait été dépensé par la commune, en dehors, il faut être complètement transparent, de la question de la greffe électrique. Mais là, c'était un accord entre ERDF et puis les nomades. Mais en tout cas, c'est ce qu'a coûté pour nous, pour dire les choses, la location qui a permis à la fois de détruire la butte et ensuite de la reconstituer. On ne pouvait pas émettre un titre de recette aux personnes qui nous avaient visité. Donc c'est le rejeton qui avait reçu un chèque, de moins. Et voilà, donc la commune récupère ce qu'elle avait dépensé peu ou prou au mois d'août. Et avec un terrain, je dois le dire, parce que très souvent, on fustige les gens du voyage, c'est toujours facile. Dans le cas d'espèce, ça n'a pas toujours été le cas. Ils ont restitué le terrain, on était quelques-uns ce fameux dimanche du mois d'août. Madame Moreau était avec moi quand ils sont arrivés par un biais qu'on n'avait pas imaginé, comme le dispositif n'est pas parfait. Voilà, ils ont restitué un terrain quasiment propre. Il y avait quelques scories à l'extérieur, mais voilà, il y a eu une attitude, on a été quelques-uns nous y rendre régulièrement. En tout cas, ils ont tenu les engagements qu'ils avaient pris. Et de dire, vous y faites référence, que à partir de cet événement, nous avons posé au nom de la ville de Bois-de-Fénil la question d'une aire de grand passage. Et donc, j'ai écrit au mois d'août au président Gaznos. Non, mais il explique où on a fait des aménagements. Non, c'est pas ça. Je vais expliquer par où ils étaient rentrés. Ah oui, oui, c'est parce que la prochaine fois, je vais se mettre en travers pour les accueillir. Je l'ai déjà fait une fois. Et depuis nous avons pris des dispositions, mais en tout cas, voilà, les choses se sont bien passées. Et le 14 novembre, avec Pierre, au niveau de la communauté, nous présenterons un projet qui vise à la réalisation, ça avait failli aboutir il y a quelques temps, d'une aire de grand passage, parce qu'au final, ça se résume à quoi une aire de grand passage? Il faut un champ, il faut quelques points d'eau et de l'alimentation électrique. Donc il y a des choses dans lesquelles on dépense des 1000 et des 100. Quand on voit ce que chaque commune supporte chaque fois qu'elle est investie, ça mérite qu'on se repose la question, quitte à louer ces champs et créer des conditions un peu dignes pour accueillir les gens de la Savoie. En tout cas, le président Gaznos nous a entendus, et de surcroît, le Conseil général vient d'adopter une révision de son plan départemental des gens du voyage, je crois que c'est ainsi qu'il est qualifié, dans lequel voilà, je prendrai l'initiative en notre nom d'écrire au président Eblé pour lui rappeler ce qui sera peut-être la position de l'agglomération. Donc voilà, donc, les gens ont remboursé ce que nous avons en tout cas déboursé au moment où il a fallu détruire et reconstituer cette butte, notamment pour certains qui sont ici, qui marchent souvent entre ces points-là. Ça a été un peu difficile quelques semaines, voilà, en dehors des pluies. Y a-t-il d'autres questions concernant les délibérations? Il n'y en a pas. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? À l'unanimité, je vous en remercie. Un peu de comptabilité encore, avec les comptes 21 531, 21 532 sur l'actif communal. Alors, c'est une demande un peu spécifique du trésorier qui est en train de rectifier l'état de l'actif de la commune. Donc, en fait, ça concerne les réseaux d'alimentation de l'eau au niveau incendie et arrosage et au niveau des réseaux d'assainissement. Alors, ce sont des réalisations anciennes, qui datent de 1997 et 2000, qui sont non amorties à l'époque, mais il n'y avait rien d'obligatoire pour amortir, et également à l'époque hors compétence de la commune. Donc le trésorier, en raison de l'ancienneté des opérations, il considère qu'aujourd'hui elles doivent être considérées comme totalement amorties, puisqu'elles datent de plus de 20 ans. Et donc il nous demande, donc il vous a demandé d'autoriser le trésorier à effectuer ces opérations comptables. Donc en fin de compte, il va le sortir de l'inventaire, considérant que celles-ci sont amorties. Donc c'est une opération comptable.
considère, c'est comme un amortissement classique, quand on est arrivé au bout, on considère qu'il est amorti, donc il devient plus. Donc lui, il trouve encore ça sur son bilan, et il voudrait les supprimer. Il nous demande l'autorisation pour nous autoriser à effacer ces amortissements, ces montants. Donc voilà, donc je vous demande l'autorisation d'autoriser le trésorier à effacer ce montant. Alors, si tu nous demandes d'autoriser l'autorisation, on va peut-être voter 2 fois. Mais en tout cas, voilà, nous avons bien compris le sens de cet exercice comptable. Y a-t-il des questions sur le chapitre 21 531 et non pas 281 531, comme vous l'aurez tous remarqué comme un Borot, une petite erreur de frappe, pour vérifier que vous avez bien lu. Et comme moi, vous aviez mal lu. Voilà. En tout cas, nous corrigerons, monsieur le directeur général. Je mets au voie, y a-t-il des voix contre? Des abstentions à l'unanimité, je vous remercie. Allez, puisqu'on y est, la dernière... Toujours au niveau des amortissements, là c'est une demande donc, du trésorier qui nous demande d'amortir, c'est carré, il nous donne une période d'amortissement de 4 ans sur la vidéosurveillance. Il nous dit il nous donne une période de 4 ans, il a estimé qu'il fallait l'amortir sur 4 ans. C'est son souhait, donc on ne va pas aller contre le souhait du trésorier, mais on va l'amortir sur 4 ans. Mais ça tombe bien, parce que c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Voilà. Y a-t-il des questions sur cet amortissement important? Non pas, je les vois, y a-t-il des voix contre, des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Alors, je remercie Mme Vuillard de me laisser parler de Clémentine Records en anglais, puisqu'en fait, il vous est demandé exceptionnellement d'attribuer une subvention de 500 €. Bon, je le dis parce que des fois, il m'arrive de prendre des décisions sans consulter la ministre de la Culture. C'est pour ça que j'ai sous forme de boutade. C'est le soin. En gros, il s'agit d'un artiste bénivauxois, vous savez, M. Jules Hérades, pour ceux qui sont un peu des familiers, qui voilà, a décidé pour la 2e fois d'autoproduire son album. Il est venu frapper à la porte de la commune et je crois assez juste de pouvoir le soutenir à la faveur d'une subvention que nous versons à une association, et sachant que pour le reste, il l'autoproduit à travers des collectes de dons sur Internet. Ça s'appelle Kiss Kiss Bank Bank, pour ceux qui connaissent. Ne me demandez pas de les play, mais c'est le Kiss Kiss en anglais, le Bank Bank aussi en anglais. Voilà. À ne pas confondre avec une chanson célèbre des Rolling Stones. Voilà, donc, et je précise cela après avoir fait cette boutade en disant que c'est quelqu'un comme qui est assez impliqué dans la commune. Pour ceux qui, voilà, les samedis dimanches ont fait quelques manifestations, il n'est pas rare d'avoir vu Jules Hérades par le passé venir bénévolement chanter. Et encore prochainement, je crois que le spectacle a lieu le 23 ou 28 novembre pour la soirée organisée par l'association des enfants protégés, dirigée par M. Albozès. Voilà, il sera à l'affiche et à l'honneur. Nous sommes à leur côté. Donc voilà, ma proposition. Et absolument, comme souvent, nous demeurons en routière. Donc voilà, et l'association s'appelle Clémentine, déjà c'est une promesse. Et si vous y rajoutez Records, vous aurez compris pour les anglophones qu'il s'agit de disques. Voilà, donc 500 €, je vous propose d'attribuer. Madame Vuillard. Parce que je suis allé trop vite, Madame Vuillard, comme souvent dans ma vie, mais quelquefois pour les bonnes causes, ça vaut le coup. Voilà. Non, c'est pas grave, à la fin, c'est le même budget de la commune. Donc, mais vous avez raison, à l'avenir, en fait, il fallait boucler très vite. Voilà, donc, comme on est des gens avec des procédures, je vous propose cette subvention exceptionnelle. Mais vous m'avez tiré l'oreille et je rendais la main. Y a-t-il des questions sur Jules Hérades? Il n'y en a pas, je les envoie. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions à l'unanimité, il en sera flatté. Nous continuons, nous arrivons proche de la fin. Il arrive quelquefois que quelques incidents et accidents surviennent. Nous avons une part de responsabilité, M. Malmassari. Oui, donc c'est l'indemnisation d'un sinistre sur un automobiliste qui se rendait au cimetière, qui a accroché le rocher, donc occasionnant des dégâts sur son véhicule. Donc il vous a demandé d'accepter le remboursement de la franchise pour un montant de 250 €. 924 en charge de l'assurance, un préjudice voilà, justifié parce que, souvenez-vous, dans quelquefois la lutte contre quelques intrusions, les rochers étaient, on ne peut plus, j'allais dire, serrés. Voilà. J'ai l'impression que ça va un petit peu mieux. Non, c'est pas projectile. Non, c'est pas projectile. Non. Attendez, est-ce que vous permettez que nous soyons un peu disciplinés? Donc, qui veut prendre la parole?
Soudainement, plus personne. Monsieur Gare, vous avez la parole. Moi, je lis dans la délibération, c'est un projectile. Oui, non, c'est pas la bonne. Alors, je donne la parole à monsieur Malmassari. Ah, d'accord, il y en a deux. Alors, oui, il y en a deux, donc j'ai lu. 26 avant la 25. D'accord. Donc, j'ai lu la 26 avant la 25, donc j'avais l'inverse. Il a fait un mixte de deux accidents ou alors excusez-le. Non, j'avais bien bon. J'ai simplement inversé les délibérations. J'ai commencé par la 26. Ah oui, c'est pas bien d'inverser. Ça peut jouer les tours. C'est pour ça que je parlais de 250. Monsieur Gare avait raison. Je vois Mme Bachelet, vous voyez, juste corriger l'erreur de monsieur Malmassari. C'est pas la première. Alors, sur ces deux, apparemment, y a-t-il des questions, monsieur? Alors, je vous propose que nous votions pour les deux délibérations, finalement, puisqu'il s'agit de rembourser nos concitoyens. Donc, ils s'appellent messieurs X, désormais, on va équiper chacun de les. Donc, pour deux fois monsieur X, y a-t-il des voix contre? Pas le même. Ce n'est pas le même, hein? Allez, va pour cet amendement. Et heureusement qu'il n'y en a pas un troisième et un quatrième, parce qu'après Z, Corinne. Alors, y a-t-il des abstentions? Non. À l'unanimité, je vous remercie. Monsieur Malmassari, qui est aussi bavard que moi, j'en prends encore, parlez-nous des chèques cadoc. Les chèques cadoc. Donc, considérant la tradition des jouets de Noël pour les enfants du personnel communal et considérant que les chèques cadoc laissent une liberté de choix aux familles, alors principalement quand même sur les vêtements et les jouets, je vous ai demandé l'autorisation d'acquérir 206 chèques d'une valeur de 25 €, soit un total avec les frais de gestion de corps de 5 166 €. Voilà, hein, c'est pour les enfants du personnel qui peuvent ainsi choisir, ce qui est quelquefois le plus utile en ces temps difficiles. Voilà. Y a-t-il des questions sur le cadoc? Bon, je précise qu'il s'écrit C-A-D-A-H-O-C. Voilà, ne pas confondre avec une série célèbre. Alors, je vais ouvrir, y a-t-il des voix contre? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Toujours M. Malmassari qui aime la musique et qui veut nous parler du tableau des effectifs. Oui, c'est une modification du tableau des effectifs de l'école de musique. Donc on supprime un poste d'assistant d'enseignement artistique à temps complet, 4h30 par semaine, pour le remplacer par un poste d'assistant à temps non complet de 3 heures par semaine. Donc, il y a 32 mois. Y a-t-il des questions concernant cette délibération de l'école de musique? Il n'y en a pas, je mets au voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions à l'unanimité, je vous remercie. Monsieur Malmassari, il y avait longtemps qu'on ne vous avait pas entendu, si vous nous parlez des conditions d'attribution d'un logement de fonction pour l'un de nos collaborateurs. Oui, donc c'est une modification des conditions d'attribution du logement de fonction. C'était un logement de fonction sur toute la tour du monde. Donc le logement était attribué à un gardien. Et comme il y a un changement de titulaire, donc on a une obligation de se remettre un petit peu aux normes, puisqu'on ne peut pas assurer la gratuité des charges, ce qui était le cas avant. Donc c'est pour ça qu'en considérant du changement du titulaire de gardiennage du groupe Poisson du Monde, il est nécessaire de modifier certains avantages accordés à la concession du logement, principalement les charges courantes liées au logement de fonction, eau, électricité, chauffage, gaz, d'assurance. Donc ça sera pris en charge par le locataire. Je précise que pour le public, c'est que ce sont des agents communaux, et que dans le cas d'espèce, la personne qui bénéficie de ce logement de fonction doit d'une part surveiller l'école toute la semaine et toute l'année, l'entretenir, et on a élargi le spectre sur le week-end, il a une obligation d'astreinte sur la buissonnière, puisqu'il est tout proche, notamment quand quelques-uns veulent manger kebab et autres sandwich. Je vois le dimanche matin, on trouve quelques cadavres qui désormais, normalement, n'ont plus le droit de citer, non pas que les cadavres sont mauvais repas, mais en tout cas qui permet d'avoir un parking un peu plus propre. Voilà. On mieux qu'il s'assure un parking que dans un parc. Je mets au voie cette modification. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Anselme, toujours toi, pour nous parler de la prise en charge des tarifs des activités périscolaires. C'est ça, donc une prise en charge différenciée des tarifs extérieurs de l'activité périscolaire appliquée par les communes accueillant de Béni-Ouzouar. Donc il s'agit d'un enfant scolarisé de Beaupénil pour des raisons de handicap, qui va dans une section spécialisée à Moissy. Donc cet élève utilise les services périscolaires de cette école. Et donc Moissy nous demande de payer le différentiel entre le tarif interne et externe pour la restauration. Donc c'est
très peu. Par contre, il aurait pu nous en demander beaucoup plus. C'est uniquement une question de différentiel. Ils considèrent que c'est un extérieur. Donc voilà, donc il y a une convention qui nous permet de payer ce différentiel. Il n'y a pas de question, je mets sur voie cette déclaration. Y a-t-il des voix contre? Les abstentions à l'unanimité, je vous remercie. Ensuite, un avenant, M. Malmassari, avec le département de Seine-et-Marne, si je ne m'abuse. Oui, c'est un avenant à la convention pour le département de Seine-et-Marne et la commune de Bénil. Donc ça concerne une subvention qui est liée à la culture. Donc le projet d'avenant, il porte sur le financement. Alors attendez, M. Malmassari, je vais être très désobligeant, je vais doublement m'excuser. Parce que ce n'était pas à vous de parler, c'était à Guyard. Donc, Mme Guyard, je m'excuse, c'est la fatigue. J'avais mal lu ma délibération, ça arrive au meilleur. Et M. Malmassari, pardon de vous avoir laissé partir avec entrain. Vous avez la parole. En fait, vous avez bien. Non, je le disais très mal au début. Je pense qu'il était temps de vous intervenir. Oui, par une convention pluriannuelle signée le 26 septembre 2012, le département de Seine-et-Marne et la commune de Velpénil ont défini les modalités de leur partenariat au vu du projet culturel et artistique de la ferme des Jeux. Le présent avenant a pour objet de fixer le montant de financement du projet culturel et artistique présenté par la commune pour l'année 2013. Les objectifs généraux de la saison culturelle et artistique, c'est de rendre la culture accessible à tous en proposant une offre artistique diversifiée, en soutenant la création artistique, en contribuant à l'éducation artistique. La programmation, 16 spectacles professionnels présentés pour un total de 28 représentations, une programmation cinématographique diversifiée et des propositions de petites formes au petit théâtre. Des projets en partenariat avec une participation au réseau Seine 77, un partenariat avec l'espace prévert de Saint-Denis-Temps. Il y a aussi des actions culturelles en direction des publics scolaires ou en relation avec l'école de musique, des ateliers de pratique artistique. La commune s'engage à respecter les obligations comptables et administratives et à produire avant le 30 novembre de chaque année les documents comptables. Le département s'engage à soutenir financièrement la commune pour la réalisation du projet 2013 en lui attribuant une subvention d'un montant de 43 506 €. Il sera versé à titre d'avance 80% du montant total de la subvention après signature de la présente convention, soit 34 805 €. Puis le solde d'un montant de 8 701 € représentant les 20% restants qui sera versé sur la demande de la commune et après justification de l'achèvement et du paiement de l'action subventionnée. Il vous est donc demandé d'approuver l'avenant numéro 1 à la convention entre le département et la commune de Velpénil et d'autoriser M. le maire à signer cet avenant numéro 1. C'était vraiment mieux que Malmassari. Franchement, M. Malmassari, c'est la vérité. J'ai pas été chou. Monsieur Capacus. c'était mieux, mais c'est surtout que M. Malmassari ne s'intéresse qu'au film. Le reste, l'âme culturelle, ça n'intéresse que ça. Je rappelle qu'il a été élu à la culture pendant 6 ans et désigné par M. Carassus. Pour ceux qui l'auraient oublié. Mais c'est pour ça qu'il y est plus. Allez, il est tard. Y a-t-il, pour ceux qui sont sérieux, des questions? Voilà. Il n'y en a pas, merci Madame Billard. Je mets au voie cet avenant. Y a-t-il des voix contre? Non, excusez-moi, comme je fais le vote, je voudrais être certain des abstentions. À l'unanimité, je vous remercie. Nous allons terminer avec l'ordre du jour. Et il y a une tradition, c'est les remerciements. C'est un bon mois. D'abord, c'est les ronds de pédestre de l'USEP, pour ceux qui se souviennent de nos premiers débats sportifs éclair, et dont son président, je remercie la commune pour leur participation. Je ne citerai pas les particuliers, parce qu'on va les écrire à serviteurs, mais une de nos concitoyennes, je me permets de lire pour partie ce courrier, qui remercie surtout
l'accueil de la ville et la police municipale parce qu'elle a failli être abusée quand quelqu'un voulait lui faire un audit énergétique chez elle. Elle a eu le réflexe, comme on le met souvent sur nos panneaux, d'appeler la mairie, et 5 minutes après, il y avait la police municipale, qui l'a remercié, et ce qui a permis à cette personne de fuir. Donc quoi, nos messages vont leur utilité, car cette dame nous a dit qu'elle l'avait vu sur les panneaux lumineux. Donc nous continuerons l'effort. Monsieur Caratus. Plus exactement, quand l'audit devait se faire à je ne sais quelle heure, et il y avait la police municipale qui, alertée par la dame, était là, et l'audit ne s'est pas fait, la personne est repartie aussitôt. C'est exactement ce qui est écrit. On a eu la même lettre. Bien, en tout cas, voilà, je voulais, parce qu'on le fait rarement, saluer voilà, l'efficacité de l'accueil de la mairie et de la police municipale. Voilà. Un grand merci pour les passionnés du foot du district 77 Sud pour notre mise à disposition de terrain pour l'organisation de la rentrée foot des U11, pour ceux qui auront compté. Alors U11, je crois que c'est l'équipe plus jeune, hein, je pense que c'est... Non, c'est 11 ans. C'est 11 ans, c'est entre les 22. Alors je suis très jeune, ils sont jeunes, heureusement. Alors ensuite, nous avons aussi de nos concitoyennes qui nous remercient parce que voilà, c'est une personne qui commence à s'investir dans la commune, qui a décidé de prendre l'initiative voilà, de soutien au dispositif et à la lutte contre la mucoviscidose. Et puis elle a été très bien reçue par d'autres associations, parce qu'elle était toute seule, je pense aux enfants protégés, au comité des fêtes, à bref, ceux qui font l'âme de cette commune et qui vont filer un coup de main à cette dame qui veut voilà, essayer de réunir des fonds pour, dans son métier, aider des enfants qui sont malheureusement victimes de cette maladie terrible. Alors il y a aussi une de nos, je les cite parce qu'ils sont à l'honneur, hein, c'est pas les élus, là c'est une dame qui tenait à informer de la formidable équipe que vous avez à la crèche collective de notre ville. Donc je ferai passer, monsieur le directeur général, à l'équipe, car c'est à elle de destiner ce compliment. Le président, je le citais, d'Enfance Protégée, qui remercie la commune voilà, pour son soutien. Nous avons aussi du collègue Jean-Pierre Legrand, qui est vice-président chargé de la culture et des sports, pour la contribution de la commune au dispositif Sport Passion, auquel nous sommes associés. Et enfin, un remerciement de la présidente de visite des malades dans les établissements hospitaliers pour la subvention que nous avons votée ici à l'unanimité, qui n'est autre que l'épouse d'un président célèbre, voilà, avec qui nous collaborons. Nous en avons terminé de ce long conseil municipal.